Merci à vous. Ça me touche en fait parce que j'ai un lien particulier avec Marseille en fait. Et justement au moment où il y a eu un espèce de badaboum dans ma vie, où j'ai senti qu'il fallait que je change des choses parce que ça n'allait plus et que je quitte finalement le salariat. Et bien quand j'ai débuté et que je me suis mis à mon compte, et bien j'ai choisi une couveuse à Marseille, donc ce qui n'était pas très proche de Lyon puisque j'habite Lyon aussi. J'avais rencontré, à travers plein de stages que j'avais fait avant, une autre partenaire avec qui on a décidé donc de monter ensemble une structure qui s'appelle toujours d'ailleurs, Apitera Formation, et qui après continue aujourd'hui. Alors peut-être vous connaissez, il s'agit de Caroline Gauthier. Qui fait aussi plein de choses et on a travaillé ensemble pour commencer à monter une structure, sachant que de mon côté je venais du monde de la formation, beaucoup en entreprise, et que je commençais à tirer la langue bien comme il faut parce que mon envie la plus profonde, c'était qu'il y ait du changement dans l'entreprise. Parce que j'avais tout un parcours et j'avais bien des fonctions et des missions, et notamment à la fin j'étais DRH et je crois que ça a été le pompon parce qu'en finissant DRH en fait je faisais tout sauf des ressources humaines, c'est-à-dire que je faisais surtout des plans sociaux essayer de gérer ce que personne ne voulait gérer finalement, et en même temps il n'y a aucun hasard mais j'étais toujours celle qui fait le pivot, celle qui fait le passeur. Entre toutes les fonctions, entre ce qui se passe en haut, en bas. Et justement, j'étais fatiguée qu'il y ait un haut et qu'il y ait un bas et que ça n'arrive pas à communiquer. Et notamment plus spécialisée donc, dans la formation, sur la fin. Et j'étais hallucinée, complètement hallucinée de ce qui se faisait en formation. C'est-à-dire, là, je travaillais plus particulièrement sur tout ce qui était management. J'avais créé une cellule de coaching interne à l'entreprise, donc c'était dans les débuts, alors parce qu'aujourd'hui il y a des coachs, il y a des coachs pour tout, mais là c'était vraiment dans une démarche vraiment de qualité, de s'améliorer soi, etc. Et en formation, en fait, je trouvais que c'était tellement, excusez-moi, je vais le dire comme ça, mais débile, ce qu'on proposait aux gens, c'est-à-dire qu'on leur demandait en fait de suivre certaines recettes, de faire comme si, d'écouter les personnes, les écouter en entretien d'évaluation, leur donner des trucs tout faits, alors qu'en fait au centre il n'y avait absolument rien, il n'y avait même pas d'écoute. C'était et donc on leur fourguait des valeurs qu'il fallait qu'ils communiquent. Et en fait ce qui m'atterrait, c'était vraiment de voir qu'il n'y avait pas ce lien, il n'y avait pas ce relationnel, et qu'on n'en finissait pas en fait de jouer des rôles. Et c'est ce qui m'a poussée vraiment à partir, parce que je me suis dit que dans un contexte et dans un système donné, j'avais plus moi envie de jouer un rôle. J'avais plus envie soit de défendre des valeurs, en tout cas qui n'étaient plus les miennes à la fin, ça c'est certain. J'avais envie d'un parler plus franc, plus vrai. Et c'est ce qui m'a permis de décrocher, dans le sens où, comme j'avais une certaine expertise en formation, je me suis dit je vais faire les choses à ma façon. Et il y a quelque chose de génial qui m'est arrivé en parallèle, c'est qu'à cette époque-là, même si peut-être ça ne se voit pas beaucoup, j'étais encore extrêmement timide. Je suis une grande timide, outre le fait que je suis doublée d'un bon caractère psychorigide. Timide au possible, et parallèlement à ça, ayant fait pas mal de formations, et puis les choses faisant aussi, il fallait faire pas mal de prises de parole en public, j'ai fait pas mal d'improvisation théâtrale. Et ça a été quelque chose, une aventure fabuleuse, dans le sens où ça m'a ramené à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire le moment présent. Et c'est ça qui est formidable avec l'improvisation, c'est que, en fait, on est tout nu. Et cette idée-là, moi, me plaisait énormément, parce que quand on est tout nu, quand vous tournez dans l'autre sens, ça fait nu, ça fait un. C'est-à-dire qu'on peut être complètement fondu dans ce qui se passe, dans un alignement. On n'a pas d'accessoires, on ne joue pas un rôle comme au théâtre. Alors attention, je ne dis pas que le théâtre n'est pas bien, pas du tout. Mais c'est juste qu'on doit faire avec ce qui est dans l'instant et aller chercher dans ses propres ressources. Et ce qui peut sortir, ça peut être complètement génial, comme complètement horrible. Et le but, et ce qui est génial, c'est de pouvoir accepter ce qui est dans l'instant. Et donc ça m'a fait travailler vraiment une posture à l'intérieur, dans la présence, d'accueillir vraiment, d'accueillir aussi, parce qu'en improvisation on travaille beaucoup sur l'acceptation et les propositions qui sont faites avec l'autre, sachant qu'on ne sait absolument pas où on va à chaque pas. Donc la surprise, et c'est d'accepter de ne pas savoir.
Et comme je sortais, et je pense comme beaucoup d'entre vous en fait, d'un besoin fondamental de savoir, de maîtriser, de contrôler. Je vous rappelle que contrôler, c'est être à contre-rôle. Et donc d'essayer de tenir sur quelque chose qui finalement n'est pas forcément très tangible. Et bien là, ça m'a amené sur une véritable voie du lâcher-prise et je me suis rendu compte qu'on pouvait tout à fait intégrer ça en fait, dans le monde professionnel. Donc ça a été ma période un petit peu you-you, où j'ai fait des trucs un peu dingues, c'est-à-dire que je proposais des formations en entreprise où pour travailler sur le management, en fait, on les faisait travailler sur le moment présent et donc avec des techniques d'improvisation théâtrale. Et j'ai fait notamment pas mal de ce qu'on appelle d'imposture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Et c'est juste le moyen, en fait, de créer une situation complètement improbable. Et donc, on était mêlés souvent à des grands incentives ou des grandes rencontres de managers, etc. Et en fait, on se mêlait aux gens, généralement, et on créait des situations un peu soit de crise émotionnelle, soit deux amants qui se rencontrent et c'est la loose totale, ou habillés de façon complètement dingue. Et le but, c'était vraiment de provoquer un choc, de provoquer quelque chose pour poser l'attention et que les gens commencent à prendre du recul, sortent d'eux-mêmes finalement, pour se donner complètement. Et on voyait en fait toutes les façons des personnes dans tous les rôles qu'ils prenaient pour prendre part à la situation, pour essayer de défendre et donc pour jouer tous les jeux qu'on joue tous les jours, c'est-à-dire les rôles psychologiques. Victime, persécuteur, sauveur. Donc c'était assez jouissif de le faire comme ça. Après, on l'intégrait évidemment dans des formations. On a fait des trucs de dingue. Avec notamment, j'ai travaillé pour pas mal de laboratoires pharmaceutiques avec qui je ne travaille plus aujourd'hui parce qu'au bout d'un moment, sur les valeurs, c'était un peu compliqué. Mais d'aller jusqu'au bout de leur propre rôle managérial, c'est-à-dire entre ce qu'ils étaient censés défendre et ce qu'ils étaient réellement, de pouvoir aller voir en douceur en fait et d'accepter tout doucement de livrer leur vulnérabilité. Livrer leur, en fait, je sais pas, j'essaye de tenir comme je peux, mais en fait, j'en sais rien du tout et je sais peut-être pas forcément communiquer avec les autres. Et parce qu'on était toujours sur cette phase, alors j'allais dire ça un peu avant, parce qu'aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais de devoir tenir son rôle, de devoir être fort, contrôler, jouer son rôle. Donc ça a été un grand bonheur de travailler de cette façon-là. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti que dans le parcours, il fallait que j'aille beaucoup plus profondément. Et j'ai eu la chance, alors je reprendrai peut-être le parcours d'un petit peu avant, parce que finalement, je n'ai pas arrêté de faire des zigzags et de passer du tout au rien, du rien au tout. Mais c'est comme ça qu'on joue dans la dualité finalement, pour arriver à un espèce d'équilibre. Et cet équilibre, comme je le dis souvent, quand on atteint cet équilibre, ça veut dire que le E, c'est un E qui devient libre, équilibre. Et le E, c'est formidable. Alors, je vais écrire pas mal de petites choses parce que j'adore jouer avec les mots. Cette magnifique lettre E, on la reprendra, c'est nous tout entier. C'est la 5e lettre de l'alphabet, qui exprime bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on est constamment ballotté, au niveau mental, ça peut être dans le futur, dans le passé, et puis de temps en temps on arrive à être un peu dans le présent, et puis plus on avance, plus on a l'habitude d'être complètement ici et maintenant. Donc quelque chose en rondeur du féminin qui est plus structuré en haut, donc c'est vraiment ce mélange masculin-féminin, et la lettre E qui représente l'équilibre, c'est tout simplement dans la symbolique, au niveau alchimique, le corps, la part du bas, qui est posée sur le sol, l'âme, la petite barre du centre, sur lequel on pose une flamme pour un autel, c'est l'étincelle de l'âme, et puis l'esprit en haut, qui va recevoir en fait les informations. Et dans cette recherche d'équilibre qui était là depuis toujours, j'ai senti à un moment qu'il fallait que j'aille un petit peu plus profondément, c'est-à-dire que j'étais restée très très longtemps sur la zone plutôt mentale de l'être. Dans les compréhensions, dans la communication. Donc à cette époque-là, j'ai mangé. Je me suis nourrie de tout ce que je pouvais. J'ai fait des milliers de formations pour essayer de mieux comprendre en fait la psyché humaine. Mais c'est quelque chose que j'avais en fait depuis toute petite. Et finalement, si je regarde avec le recul les différents métiers que j'ai eus, et sachant qu'un métier, c'est pas rien comme mot, regardez comme c'est magnifique. Le métier, en fait, ça veut dire simplement mes tiers, mes 3 tiers, corps, âme, esprit.
C'est comment j'équilibre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette recherche très très intense de dire ok, j'ai envie de faire un job mais j'ai besoin que tout soit équilibré en fait sur toutes les phases. Et c'est vrai qu'un métier, on y passe quand même normalement sacrément du temps. Et qu'aujourd'hui on y accorde plus, en tout cas on veut y induire un peu plus de plaisir, en tout cas quelque chose qui nous remplit, qui nous nourrit, qui nous met en relation aussi avec les autres. Et ça devient une quête aussi, alors j'en reparlerai tout à l'heure, mais qui devient une quête un petit peu pressante. J'allais dire presque un petit peu étouffante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous regardiez partout sur Facebook, enfin, sur les réseaux, etc., la mission de vie, c'est quoi ma mission de vie? Je veux savoir pourquoi je suis fait, etc. Comme j'allais dire presque un devoir d'absolument trouver quelle est ma place. Ce qui est tout à fait légitime, bien évidemment. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je suis venue faire? Quels sont mes potentiels? Quels sont mes talents? Donc ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes puisqu'elles participent en fait à quelque chose qui est bien plus en amont, qui vient chercher, qui vient nourrir la recherche du qui suis-je. Mais qui suis-je en réalité? Qui est cette identité? Et donc cette identité, comment elle peut vibrer et comment elle peut trouver sa propre originalité. Et être original, c'est une façon unique de vibrer avec le monde. Mais si on regarde, pareil, le mot original, eh bien, vous voyez que dedans, on a origine de Al. Al qui signifie en préfixe, c'est soit Al, soit El, Dieu. Alors Dieu au sens large. Alors la façon dont je vais l'exprimer, là, tout au long de notre échange, quand je parle de Dieu, le divin, qu'on soit bien d'accord, c'est la source, c'est le grand architecte, c'est la vie, c'est la nature. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est cette notion transcendante, ce plein. Il y a tellement de mots pour le qualifier, voilà, il y a plus de 100 noms de Dieu, par exemple. Chacun a sa propre façon d'aller se connecter, de sentir comment ça vibre. Mais c'est vraiment ça, c'est retrouver notre propre origine. Et en fait, on va le voir, c'est quand même absolument incroyable, toute cette course qu'on va faire pendant de nombreuses années. Alors généralement, j'y reviendrai de façon plus détaillée, mais on arrive à toucher sa mission de vie. En tout cas, ça va commencer à bien se poser, généralement vers les 36-37 ans. Et il faut bien tout ça avant. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que l'identité se pose. Et la mission de vie, en fait, elle n'est autre. En fait, il n'y en a qu'une. Alors, je vais peut-être vous décevoir en vous disant ça. Mais en tout cas, dans la façon dont je l'ai expérimenté, on n'a qu'une mission, en fait, c'est d'être. Il n'y a pas autre chose à faire que d'être. Alors après qu'on fasse comme ça, ou comme ça, assujetti au regard des autres, qu'on pense pas les autres, etc. Mais le but, c'est ça, c'est juste de vibrer dans l'instant ce qui est. Alors, c'est un grand travail de conscience, aussi intérieure, d'éveil successif, etc. Mais les premières parties pour y arriver, eh bien, ça va être d'abord d'accepter et d'intégrer pleinement, en fait, la constitution de notre propre identité. Et ça va être toute la constitution de ce que l'on nomme l'ego. Ce magnifique ego qui est tout sauf quelque chose à abattre. Je tiens vraiment à le préciser parce que souvent on dit oui, c'est mon ego, c'est ceci. Alors déjà, rien que de dire c'est mon ego, effectivement, c'est bien mon ego qui parle puisqu'il s'approprie quelque chose. Alors c'est le mien, comme ma souffrance et tout ce que j'ai vécu et mes expériences. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est ce qui va nous donner, en fait, le point exact, tout le travail que nous avons à faire pour justement se délivrer de cet ego. C'est-à-dire que s'il n'est déjà pas fort, s'il n'est pas posé, ça va être difficile de savoir en fait qu'est-ce qu'on est venu travailler. Et c'est notre mission de vie. C'est-à-dire qu'on va revêtir une identité. Il faut que les choses se posent bien avec plein d'expériences. On va revoir comment ça se constitue. Mais ce qui va être super important, c'est qu'une fois que ça s'est bien clarifié et de voir quelles sont nos croyances, quelles sont nos limites, sur quoi on bute, etc. Et puis toutes les expériences qui ont été faites, avec les leçons qui sont apprises ou apprises à demi, mais ça vous le savez, c'est juste merveilleux parce que quand on n'a pas appris la leçon jusqu'au bout, la vie nous fait toujours le don de nous la représenter, mais alors bien comme il faut. Après, on a chacun nos façons de faire là-dedans. En ce qui me concerne, moi, j'ai du mal parfois un peu à prendre mes leçons et j'ai besoin d'un gros mur à chaque fois. Donc au mur du son, je fonce dedans pour pouvoir enfin être mûr au bout d'un moment. Donc je tombe et puis finalement je me rends compte que je pouvais juste passer sur le côté, mais voilà. Alors je le dis en rigolant, somme toute, mais c'est parce que ça fait partie aussi de mon histoire. Dans ma façon d'être, j'ai un lien, je ne sais pas pourquoi, alors un petit peu quand même, je pense aussi karmique néanmoins,
un amour fulgurant pour les hôpitaux. Et donc j'ai besoin que ça aille très fort, qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe d'absolument incroyable, donc en lien avec quelque chose qui a du mal à être dit, certainement, une maladie, alors que ça soit pour moi ou pour les autres, mais où que j'aille, il faut toujours que j'aille quelque part voilà, dans un hôpital. Alors j'y reviendrai parce que je suis allée jusqu'au bout du truc, hein. Entêtée. J'ai eu la chance d'être mariée, bon, pas très longtemps, mais avec un monsieur qui s'appelait de l'hôpital. Donc je suis allée au bout du programme, hein. Voilà. Et juste pour vous dire, voilà, en tout humour et en toute simplicité, il y a à peine 17 jours, j'étais à l'hôpital, allongée, hein, pour moi, parce que j'avais encore un truc à comprendre et à expulser, quoi qu'il en soit. Et à chaque fois que je me déplace, alors là, je fais un déplacement éclair, donc j'aimerais juste que ça se passe tranquillement. Mais néanmoins, notamment quand voilà, on propose les voyages en Inde, voyages plutôt initiatiques, etc., à chaque fois, je fais un tour dans les hôpitaux. Donc, je commence à bien connaître le parcours et je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre, hein, sur les meilleurs hôpitaux d'Inde. Et je vais bientôt commencer pour la France aussi parce que c'est important d'avoir les bons contacts. Hein, Mais néanmoins, alors sachant que je viens aussi d'une famille où il y a énormément d'infirmières, de médecins, etc. Et donc j'ai eu la chance de tomber dans une famille de sauveurs en puissance, hein, dans les rôles psychologiques. Et c'est quelque chose dont on ne sort pas indemne. Il faut beaucoup, beaucoup de temps, hein, pour se sortir voilà, de cette petite qualité qui a été mise en intraveineuse voilà, depuis l'enfance. Hein, mais j'y reviendrai. En tout cas, être et... Dans cette constitution de l'ego, hein, on va voir comment ça se met couche par couche. Eh bien, le but, en fait, ça va être de pouvoir voir très clairement qu'est-ce que j'ai sur ma carte intérieure, quels sont tous les points que j'ai à travailler. Et ça va être ça, ma mission. Et mon apprentissage, bah, généralement, alors, on n'a pas tous les mêmes missions. Hein. Il y en a, ça va être plutôt de travailler sur la relation, j'allais dire intime, mais au sens large aussi. Ça, relation, ça va aussi jusqu'à l'association, la coopération, enfin, tout ce qui va avec ça. Il y en a d'autres, ça va être vraiment d'accepter leur unicité et d'accepter d'aller dans quelque chose qui guide, d'aller un peu devant, d'aller sur les chemins les moins fréquentés, etc. D'autres, ça va être vraiment dans l'expression. Voilà, enfin, chacun, on a grosso modo un grand chemin, hein, ce qu'on appelle, alors là je prendrai la terminologie de la numérologie pour que ça soit plus facile, ce qu'on appelle un chemin de vie. Et puis à l'intérieur de ce chemin de vie, on va avoir une mission de vie un petit peu plus précise en fonction de notre carte. Et le but, donc, c'est d'aller nous libérer de cette identification qui a été faite à un moment donné. Puisque l'ego, lui, il s'identifie, hein, je suis ceci, je suis cela, sachant que vous le savez bien, quand on arrive bébé, on n'est pas avec la haine au ventre en se disant voilà, les noirs, les jaunes, les verts, c'est horrible. On ne naît pas français ni je sais pas, espagnol, etc. On est juste un être humain. Hein, et c'est tout ce qui va faire au fur et à mesure, tout ce qui va être incorporé dans notre environnement, qui va faire qu'on va prendre des colorations et qu'on va finir par s'identifier. Et tout le travail, c'est d'apprendre à faire cette désidentification et donc de pouvoir se libérer de toutes ces croyances qui ont été posées pour pouvoir y voir clair et toucher à nouveau cet être qui est un petit peu plus en arrière-plan, hein, qui est souvent, en fait, qui est au niveau du cœur, hein, qui s'appelle l'âme, qui porte aussi le nom d'être psychique. Enfin voilà, il y a plein de terminologies différentes. En psycho, c'est encore différent. Mais de toucher cet espace en fait qui est libre de toutes ces identifications, de toutes les croyances qu'on a à notre propre sujet. Et ça s'appelle une libération. Hein, donc ça vient généralement par à-coups. Et quand on a justement des contacts fulgurants comme ça avec notre intuition, où tout d'un coup on perçoit. D'ailleurs, c'est juste génial ça comme mot encore. Percevoir, c'est voir, se voir. Et voir le Père, c'est-à-dire celui qui guide à l'intérieur, hein, dans l'espace intérieur, hein, j'entends. C'est tout d'un coup, voilà, on va avoir des fulgurances dans ce qui est, dans le chemin qui va être le plus juste, de dire, mais voilà, c'est pas ça, il faut que j'aille plutôt là. Mais sans que ça soit explicable, c'est quelque chose qui anticipe et en même temps, ça se base sur rien de concret et pourtant c'est. Et tout d'un coup, l'ego même va pouvoir dire, ah, je sais, c'est. Et en fait, il y a quelque chose de magnifique qui s'opère à ce moment-là, c'est que l'ego passe de « je sais », même s'il ne sait pas comment, il ne comprend pas, et en fait, il ne peut pas rationaliser, puisque, et on le verra, l'intuition passe par le cerveau droit et pas par le cerveau gauche, hein, au côté rationalisation. On arrive à « je » égale « c'est »,« je sais »,« c'est comme ça ». Je ne peux pas expliquer, mais je sais, je sens, je le vibre, je le vois. Et donc, vous verrez que l'intuition est très liée, évidemment, à nos corps subtils et donc à nos sens et nos capacités subtiles. Et c'est à travers nos sens que l'on va pouvoir capter les informations.
Mais j'y reviendrai voilà, juste après. Donc c'est toucher voilà, cette transcendance de ce qui est là dans l'instant. L'intuition, quand elle va arriver justement, eh bien, ça va passer toutes les couches de l'ego, enfin toutes les croyances, etc. Et ça va aller soit droit au cœur, soit vous connaissez tous les frissons, tout d'un coup, il y a quelque chose, une lumière qui arrive, voilà, comme un instant, une seconde d'éternité. Une seconde d'éternité qui recale, qui peut changer une vie tout entière, une décision tout entière. Généralement, ce qui nous fait arriver dans des états comme ça, puisqu'on est un petit peu dur de la feuille et qu'on est très très identifié à notre ego, c'est quoi? Eh bien, c'est la plupart du temps l'extérieur, mais qui ne fait que répondre à l'intérieur parce qu'on n'a pas entendu. Un accident, un deuil, une rupture, quelque chose de hyper fort qui va tout d'un coup, c'est comme si on mettait un peu les compteurs à zéro, on va dire attends, il y a un truc qui ne va pas là, il faut que je change un truc. Donc il y a plein de façons de s'essayer à ça. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc juste rapidement, parce que je vous propose qu'on fonctionne en deux parties, d'une certaine façon. Donc je vais exprimer rapidement mon parcours, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais en même temps je vais me servir de ce sujet-là pour transposer et pour faire comprendre un certain nombre de concepts. Et puis j'expliquerai ce que c'est que l'intuition et le lien avec la mission de vie et de voir comment on peut travailler, sachant que mon but premier, dans la façon dont je travaille aujourd'hui, et d'ailleurs ça me fait toujours encore sourire parce que quand on me pose la question mais qu'est-ce que tu fais comme métier, et d'ailleurs c'est la vraie question en chaque début d'année avec mes enfants, voilà, où toutes les années j'ai un métier différent en fait sur les fiches. Une fois je suis sophrologue, des fois je suis magicienne, ça dépend. Et je trouve que c'est chouette finalement de ne plus être enfermé dans une identité, parce que mon but premier aujourd'hui, c'est vraiment de faire un travail, de pouvoir transmettre, donc d'opérer une transformation pour permettre à chacun de devenir son propre maître. Et donc d'avoir les outils et de travailler en toute autonomie et en tout discernement. Et justement ne plus être dans une ère de dépendance. Alors sachant que, dépendance à l'autre, c'est-à-dire je veux savoir, je veux capter des informations. Voilà, d'être obligé soit d'aller voir quelqu'un parce qu'on doute, parce que c'est que chacun puisse faire son propre apprentissage, et c'est pour ça que je travaille énormément sur ce thème de l'intuition, pour pouvoir élargir au plus possible et permettre aux gens en fait d'apprendre à capter son intuition de façon tout à fait simple, de savoir quand ils sont dedans et quand c'est le mental qui est en train de faire du vélo, mais alors bien comme il faut, avec toutes les projections, avec des outils hyper simples mais qui sont assez percutants, en tout cas qui fonctionnent bien. Et à travers donc les stages et les séminaires que je donne, le but du jeu, JE et JEU, c'est justement de prendre la vie comme un jeu et de voir qu'en fait ce dialogue avec l'être intérieur, il est facile à faire. Il y a un certain nombre de conditions dans la façon de travailler. On reverra que tout ce qui favorise l'intuition, évidemment, vous ne faites pas ça en train de danser ou en train de faire une rave party, ça paraît évident, quoique tout est possible. Mais c'est déjà dans un certain calme, une certaine réceptivité dans le travail intérieur. Évidemment dans des conditions saines, c'est-à-dire qu'on ne fait pas par exemple une lecture intuitive ou d'aller connecter quelque chose si on a un peu fumé des trucs ou qu'on a bu. Voilà, sachant que toutes les drogues et tous les psychotropes peuvent amener dans des états de conscience, ça c'est certain, mais après dans cette qualité-là, dans une qualité de cœur, c'est encore complètement différent. Et là encore, on parle de dépendance, finalement. Et le but, c'est juste de retrouver ce dialogue intérieur, sachant que l'intuition, dans son étymologie, ça vient de intuior, qui signifie en fait le regard intérieur, mais aussi le miroir. Et comme vous le savez, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le miroir de ce que nous vivons à l'intérieur. Même si on n'est pas toujours d'accord, parce qu'on se dit, c'est pas possible que je crée des trucs aussi pourris, quoi. Enfin, quelquefois. Voilà, même si on sait faire des trucs sympas aussi, et donc je reviendrai encore sur ces jeux psychologiques, puisqu'on a quand même une petite tendance à rester dans la victimité aiguë. C'est pas moi, c'est l'autre, sachant qu'en fonction aussi des personnalités, ça va dépendre. Il y en a, c'est toujours la faute des autres, et puis pour certains, c'est toujours leur propre faute parce qu'ils sont responsables de tout. Mais ça vient aussi de ce qui a été enregistré dans la carte intérieure, de par l'inconscient collectif aussi, j'y reviendrai là-dessus. Donc, juste pour faire court, donc je reprécise aussi parce que des fois on me pose la question, donc je m'appelle bien Valérie J'espère, ce n'est pas un nom d'emprunt, c'est pas un truc pour faire sympa, je m'appelle vraiment J'espère. Ça vient de l'alsacien. Oui, c'est vrai.
Non, pas du tout. Donc c'est mon nom de toute petite fille et jusqu'à maintenant aujourd'hui. et, ça donne pas mal de choses et évidemment c'est peut-être pas un hasard aussi si au fur et à mesure j'ai renoué avec, j'allais dire, finalement des vies antérieures, mais en tout cas des capacités au niveau de l'alchimie et la compréhension de la langue des oiseaux pour mieux écouter et sentir et avoir la perception en fait de ce qui est dit. Mais c'est vrai que cette capacité à écouter comment on peut voir elle, c'est-à-dire Dieu, voit Yel, et comment pour amener tout ça, on sonne, et donc il y a des lettres qu'on sonne, et à travers toutes les lettres, vous comprenez bien tout l'alphabet, toutes les lettres donnent l'être tout entier. Ce sont les lettres de l'être. Et vous voyez bien que quand vous avez votre identité, on vous nomme, et c'est le fait de nommer, vous rappelez-vous, le verbe est créateur, c'est le fait de nommer qui va donner une consistance. Alors bien sûr il y a le corps physique, etc., tout ça a été créé, mais le fait de nommer, et vous voyez bien toute l'incidence que ça peut avoir sur toute une vie, le fait qu'on soit reconnu, pas reconnu, quand on a un nom, quand on est né sous X, il y a plein de choses. Le fait d'être nommé va nous donner en fait des vibrations particulières et chaque lettre est une vibration, chaque lettre de l'être va avoir son importance, va avoir son potentiel, tout comme son côté ombre, puisqu'on est encore dans un système duel, en tout cas on ne l'a pas encore tous dépassé, je pense que ça se saurait, mais on y arrive, on y arrive tout doucement, mais chaque lettre en fait va nous donner une coloration. Et ça c'est vraiment intéressant de le voir parce que ça se situe vraiment la plupart du temps au niveau de l'âme, ça. On connaît déjà un certain nombre de colorations, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, mais par exemple à travers l'astrologie. L'astrologie, comme vous l'entendez, travaille donc sur les astres et le corps astral. Le corps astral qui va correspondre au niveau énergétique sur toutes les émotions, sur le corps vital astral. C'est tout ce qui va lier sur nos caractéristiques, les caractères et les comportements susceptibles d'avoir. Qu'on est susceptible d'avoir, donc en termes d'émotions, on va être plus sensible à la colère, etc. Mais ça nous donne déjà pas mal d'indications. Au niveau des vibrations des lettres, ça va nous donner un peu plus d'indications au niveau de l'âme, la couleur de l'âme, sa façon de fonctionner et ce pourquoi en fait elle est venue. Et donc dans votre identité, votre nom, votre prénom, votre deuxième prénom, va donner un certain nombre d'informations sur votre façon et qu'est-ce qui est là en majorité. Il y a un travail tout simple à faire qui est vraiment génial, par exemple par rapport à ça, c'est de prendre votre prénom, votre nom, votre deuxième prénom aussi et vous faites un jeu comme le Bogle. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Vous allez en fait faire tous les mots possibles avec les lettres qui vous sont imparties. Vous allez voir qu'il y a un sacré nombre de mots, alors des mots, des verbes, des noms, des qualités, des défauts qu'après on peut classer, mais ça va déjà donner une très belle carte de savoir ne serait-ce qu'un premier chemin pour savoir ce que vous avez à nettoyer. Et des fois, il y a des mots qui sortent qui ne sont pas super sympas. Mais ça va donner une très belle coloration et on peut voir en faisant ce travail-là déjà toutes les colorations sur tous les corps, où est-ce que ça vibre. C'est-à-dire, si je prends un exemple tout bête, par exemple, si vous avez des noms de pierres, par exemple, qui correspondent au règne minéral, ça va être lié dans votre matière et sur vos corps subtils, ça va être lié plus particulièrement en fait au corps physique, avec des caractéristiques particulières. Si vous avez des végétaux, alors tout ce qui va être relié au monde du végétal et au règne végétal, que ce soit des huiles essentielles, des aliments, etc., ça va donner des informations plus sur le corps vital et émotionnel, puisque les plantes, c'est au niveau de la hiérarchie sur les règnes, on a d'abord minéral, végétal, animal, être humain, et puis il y a ce qui arrive, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas d'évoluer, bien évidemment, ce qui arrive après. Donc premier corps physique éthérique, deuxième corps émotionnel, donc règne végétal, troisième corps mental. Donc animaux qui vont donner des caractéristiques, c'est pas un hasard si dans toutes les traditions du monde, il y a toujours un lien très fort, que ce soit en chamanisme, etc., avec des caractéristiques plus précises dans les façons de se comporter. En astrologie, on retrouve ça aussi, puisque souvent on prend en symbolique des animaux, malgré tout, même si c'est relié aux planètes. Mais il va y avoir encore là des caractéristiques principales dans la façon dont le mental va se comporter. Et puis après, voilà.
ça continue au fur et à mesure. Mais en tout cas, rien qu'en faisant ça, il y a une richesse incroyable de décryptage qu'on peut déjà faire et de voir après dans l'analyse, par exemple, ne serait-ce que de votre nom, de voir toutes les lettres qui sont là en présence et quel est le chemin. Parce que dans votre nom, il va y avoir tout le chemin, en fait. Je vais prendre un exemple qui est assez facile. Donc, comme je vous le disais, je m'appelle Jesper. Et comme je l'explique souvent, parce qu'on ne me croit pas, donc je suis bien d'origine alsacienne. Je peux prendre l'accent aussi, il n'y a aucun souci. Évidemment, avec un beau mélange, puisque du côté de ma maman, ma mère était kabyle. Voilà, et donc ça fait un mélange qui fait ça, en tout cas avec, comme je le dis souvent, avec humour. J'ai vraiment été nourrie aux tartes flambées et au couscous. Et ce qui m'a permis, mais c'est aussi ma caractéristique, c'est-à-dire que j'aime bien, en fait, marier les opposés. D'une certaine façon, pour aller chercher cet équilibre à l'intérieur, choc des cultures dans tout ce qui peut être. Après, par préférence et par goût, c'est pour ça que je vous disais en rigolant tout à l'heure, je suis allée dans le côté psychorigide, donc j'ai fait mes études en Allemagne. J'ai bien aimé ce côté, on contrôle, c'est sécure, et j'ai passé des années formidables, j'ai énormément appris, je me suis fait engueuler, mais alors bien comme il faut aussi, parce que j'ai un cerveau, comme vous l'avez remarqué, qui est en arborescence. Ça fait partie des choses, quand j'ai bien compris que j'étais une hypersensible et qu'il y avait des trucs que je ne captais pas comme tout le monde, ça fait partie de mon apprentissage, mais en tout cas qui fait que je peux, a priori, être complètement dispersée. Ne serait-ce qu'en Allemagne, j'ai appris vraiment à étudier des choses bien comme il faut, de la finance, du marketing, du commerce international, c'était passionnant, ou pas. Quoi qu'il en soit, toujours dans cette rigueur, le nombre de fois où je me suis fait gronder par mes supérieurs parce qu'on m'expliquait tout le temps que quand on faisait une chose, on n'en faisait qu'une. Alors, c'est-à-dire, on ne peut pas faire une photocopie et en même temps corriger des trucs et puis en même temps écrire un message, pas possible. Donc il fallait que je reste devant la photocopie, que je regarde les feuilles sortir. Et là, déjà dès le départ, je me suis dit, il y a quand même un non-sens de quelque chose, c'est pas possible. Moi, je crois que je suis plutôt multitâche. Alors, je le dis avec humour, mais néanmoins, cette formation, et j'y suis quand même restée 5 ans. Ça m'a énormément appris, en tout cas en termes de rigueur, dans la façon de poser les choses, dans la façon de structurer. Et en même temps, c'était un parcours, j'allais dire finalement, qui était une évidence parce que sur tout le parcours, intuitivement, il fallait que je rencontre un certain nombre de personnes. Et c'est là que j'ai rencontré un homme absolument extraordinaire qui faisait de la formation. Et c'est là que ça m'a donné la passion, en fait, de transmettre, tout ce qui était pédagogie. Il en parlait. Alors, à l'époque, il faisait de la formation et j'ai bossé dans la téléphonie mobile, mais c'était le tout début, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, c'est encore les trucs qu'on voit dans les vieux films, là, avec le téléphone qui est carrément accroché à la voiture, avec le gros fil. Et là, on sortait, c'était les premiers Nokia, les trucs comme ça. Et c'était pas un hasard que je tombe là-dedans, parce que c'était vraiment cette communication, finalement, avec l'invisible, le fait de pouvoir communiquer à distance. Ça relevait plein de choses et lui, il faisait de la formation et il avait déjà fait ce parallèle parce qu'il projetait déjà, on avait des discussions passionnantes, philosophiques sur comment allait se développer la société. Je crois que j'ai tout fait sauf vraiment du marketing à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose et c'est lui qui m'a aiguillée. J'ai toujours senti qu'il y avait une fibre, en tout cas dans la formation, qui était là pour moi, qui avait quelque chose à faire. Donc pas de hasard non plus là-dedans. Ça c'est bien, j'ai fait une sacrée digression. Je reviens. Et je reviens donc à ce nom-là, études allemandes, psychorigide, donc choisis la voie allemande, cerveau gauche. Et j'ai eu besoin pendant des années en fait de retourner dans ce cerveau gauche parce que étant enfant, et je captais déjà, c'est pas un secret, mais déjà depuis toute petite en fait j'avais vraiment des capacités et ça a été horrible. Ça a été horrible parce que je captais énormément de trucs, des trucs pas cool non plus, parce que au début, quand personne vous apprend, je voyais des trucs plutôt assez bas en vibration, mais parce que ça faisait partie de mon chemin aussi, j'étais très souvent en contact avec des gens qui n'arrivaient pas à partir de l'autre côté, qui étaient paumés, etc. Donc quand on est petite et qu'on n'a pas forcément les explications en disant « ouais, il y a quelqu'un dans ma chambre » ou voilà. Donc très tôt, il a fallu que je me dise non, en fait, donc j'en parlais pas. Et en fait, j'ai eu la chance extraordinaire, évidemment, d'avoir ma grand-mère du côté de ma mère, qui, du coup, m'a enseigné, j'ai pu me livrer, je lui ai dit ce que je voyais, elle m'a dit, mais c'est tout à fait normal, machin, tu sais qu'il y a des personnes qui captent plus ça, donc il faut que tu les raccompagnes, etc., etc. Donc ça, c'était notre petit secret, mais en même temps, il y a eu tout un apprentissage
puisque, et ça je l'ai appris bien plus tard, en fait, elle était issue d'une famille, donc en Kabylie, en fait, elle vivait toute sa famille vivait encore dans les montagnes, dans la tradition la plus typique, kabyle et catholique. C'est intéressant de le savoir, parce qu'il y a beaucoup de Kabyles qui sont catholiques, donc avec en plus la double casquette, avec le dogme. Mais son père et son grand-père, en fait, étaient chamans, enfin, en tout cas, les guérisseurs des tribus et qui venaient de super loin, mais je l'ai appris bien plus tard. Et ma grand-mère, en fait, m'a initiée, depuis ma tendre enfance, et elle me faisait travailler, en fait, énormément sur le corps. Donc, comme elle était assez âgée, elle me faisait faire des soins, et donc elle m'expliquait comment il fallait que je me positionne à l'intérieur, elle m'expliquait qu'il fallait que je me concentre pour rentrer à l'intérieur du corps, suivre les vaisseaux, etc. Et j'ai commencé à faire des voyages fabuleux. Alors, ça fait rêver ou pas, voyager dans les veines, l'estomac et tout ça. Je peux vous assurer que j'ai fait des voyages, l'aventure intérieure, gnognotte, le film. Mais il y a des voyages fabuleux, c'est rentrer dans l'infiniment petit, mais en même temps en étant connecté à l'infiniment grand. Donc c'est toute une posture aussi intérieure où elle m'a appris énormément à développer mes sens. Alors il y avait plein de conditions qui étaient déjà là, mais ça m'a permis de me rassurer, de me structurer, de savoir, et évidemment il y avait cette impulsion et de sauveur et de guérisseur qui était comme là très présent. Sachant qu'à côté de ça, alors elle a notamment vécu pas mal de temps à Marseille, mais en tout cas tous les étés, pendant à peu près 2 mois, il s'est trouvé qu'à chaque fois j'étais proche de la mer et que je faisais ce qu'on appelle, qui est très connu aujourd'hui en termes d'exercice initiatique, ce qu'on appelle des phosphènes. Vous savez, c'est le fait de prendre la lumière et le soleil, on ferme les yeux et il y a une tache qui apparaît. Donc ce n'est pas la tache en elle-même qui est intéressante, c'est le fait d'avoir pris cette énergie qui se pose sur la rétine et de mixer sa pensée avec cette énergie, ce qui va décupler énormément l'effet en fait, des pensées. Donc imaginez quelqu'un qui travaille toute la journée au soleil et qui n'est pas content ou qui gueule sur son patron, vous imaginez l'énergie négative parce que ça amplifie énormément. Généralement, le processus normal au niveau de la pensée pour manifester dans la matière, c'est le processus des visualisations classiques, c'est-à-dire qu'on pense à quelque chose, après on va y mettre une émotion, comme si on était absolument dedans, et c'est pas facile d'appeler une émotion comme ça sur mesure. Mais néanmoins, ça se travaille. Et c'est comme ça, généralement, qu'on manifeste la plupart du temps, sachant qu'on manifeste tout le temps, bien évidemment, par toutes nos pensées répétitives, et ça, vous connaissez par cœur, la force des croyances. C'est-à-dire que si on se répète tous les jours « je suis nul, je suis moche, je suis gros », tout ce que vous voulez, ou « je suis génial, je suis super, je t'aime », ça n'a pas le même effet, bien évidemment, puisque on incarne ce que l'on pense. Alors, c'est plus ou moins fort, et il y en a qui ont des puissances plus ou moins grandes de pensée dans la manifestation, mais ça se travaille, il n'y a rien de magique là-dessus, et chaque être humain a cette capacité-là de travailler. Le fait de travailler avec les phosphènes, ça évite, mais on peut y rajouter de l'émotion, mais disons que c'est de la lumière pure. Mais ça, c'est des exercices initiatiques qui existent depuis la nuit des temps. Chez les pharaons, encore même bien avant, un des grands spécialistes, c'était Akhenaton, avec Néfertiti, oui, où ils avaient construit ce temple du soleil, ils faisaient des phosphènes toute la journée avec des grandes coupes d'eau. Et en fait, le but, c'était de laisser se refléter les reflets du soleil à la surface de l'eau. Et en fait, ils prenaient l'énergie comme ça, et ensuite, donc en prière, dans les manifestations, pour tous les rituels, etc. Voilà. Alors, là, en termes de rituels, on pourrait en parler 3 heures, mais là, je ne vais pas vous faire une conférence sur l'Égypte, parce que c'est pas le lieu. Néanmoins, étant petite, je passais à peu près 2 mois, 2 mois et demi au bord de l'eau à faire que des phosphènes toute la journée. Donc vous vous doutez bien que ça a développé un certain nombre de capacités, notamment ma clairvoyance encore plus, donc liée, élément feu, feu plus eau, mais c'est le 3e œil est lié donc à l'élément feu, et cette capacité donc à voir au-delà et de percevoir. Donc 3e œil comme ça. Donc ce qui facilite la perception des corps, la perception des énergies subtiles, la perception des auras, etc. Qui n'est pas quelque chose de magique en soi. Tout le monde peut faire ça. Je veux dire, aujourd'hui, on les connaît très très bien, tous les exercices qui développent les capacités subtiles. Et justement, tout l'intérêt, c'est de bien prendre conscience qu'il ne s'agit pas de les développer pour avoir du pouvoir, et de savoir, et je ferai un petit parallèle quand même tout à l'heure, même si, rassurez-vous, je vais revenir à j'espère. Je ferai un petit parallèle tout à l'heure pour faire quand même une bonne nuance, parce que ça me semble très très important entre médiumnité, intuition.
Voilà, et cette capacité-là, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on ne se branche pas sur les mêmes plans. Voilà, de comprendre en fait que nos sens et nos capacités subtiles donc, se travaillent très facilement, qu'on est tous capables et qu'on a tous ces dons-là. Et l'intuition, elle, va passer donc par nos capacités subtiles avec 3 centres privilégiés. Le troisième œil, capacité à voir au sens large du terme, au-delà du voile. Capacité auditive, alors ce qu'on va appeler là plutôt la clairaudience, donc le fait d'entendre des messages, etc., qui est un des canaux un petit peu plus difficiles à travailler dans le sens où comme on a à peu près 60 millions de pensées par jour, pour capter la bonne fréquence, et puis tout ce qui peut être généré par les peurs, les doutes, etc., c'est un peu plus difficile de qualifier intuition. Et puis, bien évidemment, la clairsentience, donc qui passe par le corps, plutôt lié au deuxième chakra sacré, et qui est lié donc à tous nos ressentis. Mais on peut lire exactement de la même façon avec les 3. Donc, quand on fait un travail sur l'intuition, généralement, on travaille aussi à bien travailler sur ces capacités subtiles-là. Mais le but étant, c'est de mieux percevoir les messages et pas de s'en servir pour avoir un pouvoir, pour savoir des choses, soit sur les gens, soit sur... voilà. Parce que là, c'est l'ego qui reprend le dessus et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but d'avoir quelconque pouvoir sur qui que ce soit. Parce que ça va être encore une façon... Attends, je sais... mais même, par exemple, quand vous utilisez votre troisième œil, évidemment, on peut aller voir quand on est quand même bien préparé, qu'on fait un bon travail sur soi, qu'on est déjà bien clair, mais c'est assez facile d'aller voir dans les mémoires et les vies antérieures. Et le but, ce n'est pas non plus de faire que ça. Tout n'est pas lié aux vies antérieures. Déjà, si on s'occupait rien que du présent, je vous assure qu'on ferait déjà un boulot formidable. Mais ça va répondre encore à l'ego, au jeu qui veut s'identifier. Ah, si je suis comme ça, c'est parce que. Super, c'est pas ma faute. Ou je paye un karma, voilà, ou c'est de sa faute, ou il me le devait. Et on repart encore dans tous les jeux du jeu, en fait. Donc c'est toujours aussi à prendre avec parcimonie. Est-ce qu'on peut poser une question ? Oui. Dans l'analyse des lettres, de mots, qu'est-ce qu'on fait des homonymes des pierres du rang? Il peut y en avoir 1000. Tout à fait. C'est pour ça qu'il va y... Ouais. Alors, c'est justement ce qui va faire la différence, c'est que déjà, la personne est née à un moment donné. Donc, quand on va faire l'analyse du nom et du prénom, ça va toujours être couplé avec la date de naissance. Et puis, ça va être couplé aussi à l'endroit où il est né. Donc, on retrouve comme en astrologie, mais ça va avoir sa signification. Et d'ailleurs... Deuxième prénom aussi. Et deuxième prénom. Sachant qu'aujourd'hui, de moins en moins, on donne de deuxième prénom. Et c'est plutôt pas mal, puisque le deuxième prénom est souvent lié au niveau transgénérationnel. Alors aujourd'hui, on ne donne plus de Maria Dolores. Voilà, j'en mets un peu plus. Je fais bosser pour toute la famille. Parce qu'on est une famille qui partage. Donc on partage tout, surtout la merde. Ou pas. Aujourd'hui, on en donne un peu moins. C'est plutôt sympa. Il va y avoir vraiment la spécificité, voilà, avec la date de naissance, mais aussi le lieu. Et le lieu a son importance. Je vais y venir justement par rapport à ça, juste pour voir et pour comprendre dans l'analyse. Là, je vous le fais très rapide, mais c'est juste pour comprendre déjà l'esprit, l'essence du truc. Donc, vous voyez que chez moi, c'est quand même assez... voilà, on me l'a donné sur un plateau. Donc, le truc, c'est je et père. Donc, un de mes chemins, mais il y en a plein d'autres. C'est que mon je, vous voyez, il se sépare déjà. Il y a un travail qui est à faire sur libération de l'ego, enfin, en tout cas, du je en tant qu'identité. Le je doit devenir père. Et dans mon chemin, et pas un hasard, je suis en chemin de vie 1, donc vous y allez, etc. Donc vous avez vu que j'ai un côté un peu masculin dans ma façon d'être présente. C'est vraiment de tracer, d'y aller, d'oser ouvrir les voies, travailler pour le futur d'une certaine façon, et donc de devenir mon propre père. Et en fait, ça fait partie de notre cheminement à tous, d'une certaine façon, et on le voit dans l'alphabet. Je vais prendre une petite... Si vous regardez l'alphabet, ça va de A à M et de N à Z. Il y a 26 lettres. 13 lettres et 13 lettres. D'accord ? On est toujours dans ombre-lumière, dualité, et tout est en miroir. Généralement, dans une incarnation, le but du jeu, c'est au moins d'arriver jusqu'à M. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je touche mes limites, je touche ma vulnérabilité,
j'accepte profondément ce qui est, ce que je suis. Ça ne se fait pas en 2 secondes. Hein. Ben, je vous assure, pas en 2 secondes. Et des fois, il faut des couches, plein d'allers-retours. Mais le but, c'est d'aller là, parallèlement, hein, et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans les vibrations. On a quand même passé des états de conscience assez importants. Alors j'y reviendrai aussi, mais depuis 2012, quand même, bon, vous avez vu, on n'est pas mort, finalement. Et en fait, on a juste changé au niveau vibratoire. On est passé de ce qu'on appelle le plexus, hein, la voie du plexus, donc 3e chakra, air patriarcal. On est passé au cœur, au nous. C'est-à-dire, on avait fait, comme dans tous les extrêmes, d'abord, vie primaire, la vie qui se constitue. On a passé toute une zone d'air matriarcal pendant des lustres, donc avec plus lié cerveau gauche, etc. On a fait, cerveau droit, pardon, ère patriarcal. Hein, il y a eu un basculement au niveau de l'ancienne Égypte, etc., où tout a été basculé, parce qu'avant tout était au féminin, même tous les dieux, hein, c'était des noms féminins, hein, c'est tout passé au masculin. Et au fur et à mesure, voilà, il y a eu un changement. Pour accéder donc au plexus, et je prends ma place, et dans l'objectif de l'humanité de façon globale, c'était d'apprendre à s'individualiser. C'est d'ailleurs à ces époques-là qu'on va commencer à nommer de plus en plus, tout doucement. Avant, quand les gens étaient nommés, c'était celui qui vient de Perse, il n'y avait pas encore une identité, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, par des blasons, voilà. Mais tout doucement, l'être s'est individualisé pour devenir en fait une personne et le jeu. Hein, et c'est ce qui fait partie dans l'être mental et c'est ce qui nous différencie du règne animal, c'est-à-dire le règne animal a bien un corps mental, tout comme nous, mais nous, on a travaillé sur des octaves et l'humain, lui, est sur des octaves plus hautes au niveau de la pensée, dans la réflexion, c'est-à-dire qu'il peut s'objectiver. Ce que ne fait pas l'animal, hein, dans la pensée, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de s'observer nous-mêmes en pensée. Donc déjà de se dissocier. Et ce qui nous différencie du règne animal, c'est qu'on a un corps en plus qui s'appelle le corps causal, le corps des causalités, qui enregistre en fait nos différentes incarnations, c'est-à-dire on a passé tous ces règnes. Hein, c'est pour ça que quand on dit au niveau karma, la prochaine fois je me mets en chien ou en chat, c'est pas possible. Je suis désolée, c'est pas possible. Vous avez déjà fait tous les cycles, donc vous ne reviendrez pas en arrière. Techniquement, c'est pas possible. Le but, c'est justement de faire un vrai travail de conscience, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'incarne, vous le savez, il n'y a qu'une partie qui est consciente. Pratiquement toute l'autre partie, c'est de l'inconscience. Et au fur et à mesure de nos incarnations, ça va être de faire reculer ces zones jusqu'à devenir complètement conscient de ce que nous sommes. Et l'intuition, elle travaille sur une zone intermédiaire pour faire grandir en fait cette zone de conscience. C'est-à-dire qu'elle va envoyer des messages pour éclairer au fur et à mesure et libérer ces parts inconscientes. Si on était conscient de tout de suite, ça serait monstrueux, hein, parce qu'il y a tellement déjà de renoncements à faire sur des tas de choses. Et c'est ce que chacun vit, hein, quand on fait des thérapies. Des fois, il y a des moments où on s'écroule parce qu'on perd des identifications. Je ne suis pas mon métier, je ne suis pas ceci. Toutes les crises de la vie, hein, quand par exemple les enfants s'en vont, et que si on a consacré toute notre vie, c'est eux qui nous remplissaient, ou qu'un, j'aime pas dire conjoint, parce que là, en termes de langue des oiseaux, c'est moche, partenaire de vie, s'en va, ou etc. C'est tout ce qu'on a mis dedans, en fait, qui va écrouler une part de l'identité et une part de soi, en fait, qui n'était là que pour être révélée, d'une certaine façon. Mais le but, c'est ça. Et à travers toutes nos incarnations, le but, c'est de se découvrir et d'avoir assez de force dans l'individualisation pour arriver à « je m'aime totalement tel que je suis » pour commencer, rassurez-vous, hein, si vous êtes là, c'est que ça fait un moment que vous avez bien commencé, hein, et généralement, dans nos vies, on fait les deux choses en parallèle. Là, c'est plutôt un développement personnel, et là, on va être dans un développement plus spirituel. Et c'est à partir de ce haine, c'est-à-dire j'accepte totalement, je ne suis plus dans la haine, mais je me connecte à ma propre nature, ma nature véritable dans ce qui est, et je vais commencer à cheminer jusqu'à arriver à l'illumination, hein, le zénith de ce que je suis, pour revenir à la source, c'est-à-dire le A, la source de toute chose, hein, au niveau de l'alchimie. Donc quand on arrive, hop, on s'incarne, c'est la chute, c'est ce qu'on appelle la chute, et on est donc un bébé. Hein. Le B étant ce qu'on appelle l'utérus de l'alphabet, hein, c'est les deux mamelles aussi, on va être nourris, hein, mais là, c'est tout le départ. Et donc, c'est toujours le père, le 1, plus la mère, d'une certaine façon, qui amène l'enfant. Hein, on va naître, et donc on est un enfant de nos parents, mais aussi du divin. C'est la création.
et la communication, le lien entre les deux. Et puis on va cheminer au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est une conscience qui arrive, qui est pure, et puis il va y avoir tout un travail de maturation qui va être fait sur notre carte intérieure, qui va faire qu'on va avoir plein de conditionnements, et donc vous voyez que c'est un C qui se retourne sur lui-même et qui se ferme. C'est un quartier de lune, c'est le côté lunaire, c'est toutes les ombres qui vont être implémentées au fur et à mesure, qui vont maturer. Vous voyez que c'est aussi le symbole de la femme enceinte. Voilà, on va maturer toute notre identité pour arriver à l'adolescent, l'être, l'enfant, d'une certaine façon, qui va arriver dans le monde et puis qui va faire son chemin. Et donc là, dans toute sa fougue, il va être tout feu, tout flamme, il y va à fond et il va essayer de trouver quelles sont mes forces, qu'est-ce que je suis, etc. C'est tout le début du chemin. Et puis, il va y avoir un retour sur soi à un moment donné, parce qu'il faut quand même faire des bilans intermédiaires. Pour revenir dans mon centre, le G, c'est le G de génie, c'est la graine aussi primordiale. C'est-à-dire, j'ai essayé plein de trucs, on va dire, allez, c'est la vingtaine jusqu'à 30 ans à peu près. Là, c'est je veux tout. Quand on arrive à 30 ans, généralement, la petite crise, c'est on commence à savoir ce qu'on ne veut pas. On va dire, ça, je ne veux plus. C'est bon, j'ai donné. Bon, on va se faire plein de petites redites, histoire d'être sûr. Et puis après, arrive la quarantaine où on commence à savoir ce qu'on veut. Alors évidemment, je donne des dates comme ça, c'est très variable d'une personne à l'autre. Et plus ça va aujourd'hui et dans la façon d'être, ces temps-là sont extrêmement raccourcis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations qui sont là, c'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est qui, quoi, pourquoi, comment. Je veux comprendre c'est quoi le sens de ma vie et je n'ai pas envie de faire un truc qui ne m'intéresse pas. Après, il y a d'autres problématiques qui se posent. Parce que pour ça, ils vont devoir être accompagnés, justement, par d'autres générations qui ont fait tout ce processus. Et vous voyez bien aujourd'hui, mais on le voit rien qu'au niveau managérial. Aujourd'hui, dans les relations, je vais faire exprès de dire les jeunes, mais voilà, c'est pas non plus... voilà, c'est pas pour me caractériser, ni vous, ni moi, mais dans la façon d'être et ce qu'ils demandent, c'est plus « t'es mon chef ». C'est un collègue, déjà, dans la façon d'échanger. Et ce qu'ils demandent, c'est pas qu'est-ce que tu sais ou ce que tu sais pas. Ils s'en moquent complètement, parce que s'ils veulent savoir un truc, en 3 secondes, ils savent. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous vibrez. C'est votre expérience, c'est la façon dont vous avez réagi à des situations relationnelles, etc. C'est pas du tout votre expertise ou ce que vous savez, parce que ça, ils savent très bien qu'ils peuvent l'acquérir au fur et à mesure. Ils sont prêts à apprendre, alors pas tous, parce que dès que ça va pas, hop, on zappe. Voilà, mais grosso modo, il y a un besoin de pouvoir être accompagné par des personnes qui ont fait cette expérience et qui sont devenues eux-mêmes, et c'est là où on en arrive, leur propre maître. Quand on arrive là, alors, le G, c'est revenir dans son centre, trouver sa graine, son Mozart, son génie. En alchimie, la lettre G, c'est le Graal. C'est d'aller trouver qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi. Et après, je vais être confrontée donc à mes limites, la hache. Je coupe en deux, je me sabre et je voudrais m'élever en haut, mais en même temps il y a le bas, mais mince, il faut être bien sécuritaire, mais si je fais vraiment tout ce que je veux et tout ça, c'est pas possible. Enfin, voilà, le dilemme pas possible, sachant que le but du jeu, et c'est là où il y a souvent un effondrement, c'est que d'abord, on est guidé par je veux être à la hauteur, pour arriver à un moment à barrer ce H, c'est-à-dire s'en servir, et plutôt de dire non, ce que je cherche, c'est pas être à la hauteur, c'est être en harmonie. Dans l'octave, on passe de hauteur à harmonie. L'art, d'être dans son home et de faire vibrer le I. Harmonie, à l'intérieur, dans sa vibre. Et là, on enlève donc ce H, et là, on passe de être à la hauteur à je deviens mon propre auteur. Ça, c'est plutôt sympa à faire. Et puis, on rencontre donc son alignement, c'est la lettre I qui arrive juste derrière, et le I, dans l'alphabet, c'est la lettre du divin. L'alignement parfait. C'est pas pour rien, toutes les expressions, mettre les points sur les i, un point c'est tout, etc. C'est vraiment, et dans la symbolique, vous voyez, le point là-haut, c'est la source qui vient illuminer tout l'être qui est droit et qui est aligné à l'intérieur. C'est le i plein de j'accepte complètement mon incarnation et je prends mes responsabilités. Et quand c'est fait, ce i devient un j, c'est-à-dire un i qui se plante dans la terre, comme vous voyez qu'il y a un petit hameçon, et pour travailler dans le juste, dans ce que je suis. Ensuite viendra l'heure des choix, c'est la lettre K. Et vous voyez que dans le choix, et pourquoi c'est la lettre K, c'est un I et il y a la possibilité d'aller en haut ou en bas.
dans le spirituel ou dans le matériel, c'est pas que l'un est mieux que l'autre, tout est à faire de toute façon. Mais c'est comment je vais dans le monde et comment, à partir de là, je suis responsable de mes propres choix. Pour arriver enfin à cette merveilleuse lettre L, qui est un des buts, vous voyez que c'est encore un I, si vous vous rappelez qu'il y a le point là. Quand le I, qui est le soleil, illumine, quand le point illumine le I, eh bien, il projette son ombre sur le sol. Et c'est tout ça. Et ça va être le chemin, il va nous montrer la lumière pour déployer nos ailes. Et c'est en fait là-dessus qu'il va falloir travailler. Voilà ma mission. Voilà toutes les ombres qui ont été dans tous mes conditionnements, etc. C'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille. Et vous voyez bien que c'est aussi la symbolique d'un pied. Hein, je me mets en chemin. Je vais commencer à cheminer dans mon propre chemin de vie. Pour arriver enfin à « Ok, tout ça c'est ok, en fait, rien n'est gravé dans le marbre, etc. » Je peux enfin arriver à « Je m'aime et je m'accepte, est-ce que je suis ?» Le but, c'est d'arriver à cette lettre M dans tout ce que ça signifie, hein, et donc d'arriver jusqu'au cœur. Le M, et là, eh ben, vous voyez comme c'est paradoxal, c'est que tout notre cheminement, en français, pour exprimer le fait qu'on arrive sur Terre, c'est le verbe naître. C'est-à-dire que quand on arrive, on n'est pas encore. Tout le but, ça va être de transformer ce N, cette haine qu'on a de nous-mêmes, donc toutes nos ombres, hein, tout ce qui est difficile à accepter, en M. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, avec toutes mes failles. Et c'est d'accepter profondément notre impuissance, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que je ne serai jamais sur Terre, sur cette Terre, je dois accepter profondément, déjà de me libérer de cette nostalgie de l'ailleurs, où tout était parfait, d'accepter qu'ici c'est profondément imparfait, et que chacun vibre et qu'on est chacun des parts, hein, et qu'on s'expérimente là-dedans. Et donc c'est d'accepter profondément qu'on n'est pas tout. On l'est sur un certain plan, mais là dans la matière, on est bien imparfait. Et en fait, on est bien des imparfaits. C'est-à-dire des chacun unique, UN, parfait. Nous sommes tous des possibles. Des possibilités du chacun à notre façon. Et donc, quand on arrive à accepter tout ça, et Dieu sait si le chemin est quand même assez long, je peux mettre enfin un M devant le verbe être, devant l'être que je suis. Et donc, je deviens un maître. Je deviens mon propre maître. Je me suis libérée de mon illusion. Et donc, je deviens ce maître. Et le but et la façon de parvenir à devenir ce maître, dans tout ce parcours-là, ça va commencer au niveau psychologique, au niveau de l'ego, etc. Par déjà devenir notre propre père et notre propre mère. C'est-à-dire, je sais prendre soin de moi, je me permets, je me donne la permission, je me donne ma propre mission et je me guide. J'accepte totalement d'être un père bienveillant, guidant, responsabilisant, etc. Mais je suis aussi ma propre mère. Je deviens une mère veille. Quelqu'un qui sait prendre soin de moi. J'arrête de demander à Pierre-Paul Jacques de prendre soin de moi. Je suis bienveillant, pareil, ou bienveillante avec moi-même. Donc je ne suis plus dépendant ou dépendante de l'autre. Et ça, c'est déjà un sacré travail, parce que là, ça veut dire qu'on est déjà sorti des jeux de rôle victime, persécuteur, sauveur. Même si là, en l'occurrence, j'ai tout fait à l'envers, mais on reviendra pour voir tous les bouts. Je termine sur j'espère. Donc programmation, en ce qui me concerne, de devenir quand même un père, un papa. Donc là, on pourrait se dire, merde, elle a loupé son truc, pourquoi elle est venue en fille, quoi. Alors, c'était bien calibré comme ça, souvent je le dis avec beaucoup d'humour, mais les choses sont tellement merveilleusement bien faites. Donc évidemment, mes parents attendaient un garçon, en tout cas ils l'ont espéré de tout leur cœur. Je m'appelais Franz, en théorie. Donc Franz qui veut dire François, alors les François je l'ai trouvé après, un petit peu plus tard, sur le chemin. Mais en tout cas, donc désespoir total en voyant arriver ce truc, qui était moi, donc il n'y avait pas de prénom. Heureusement, à l'époque, il y avait un super magasin qui s'appelait la Maison de Valérie, qui fournissait les hôpitaux. Et donc, j'ai eu le prénom de Valérie, qui me va super bien. Et donc, je rajoute au dénominateur commun, qui va impliquer alors, le nom
le nom, il indique en fait généralement toute notre fonction au niveau de l'extérieur et c'est lié au masculin. Le prénom, lui, va être plutôt lié à l'intime, l'intérieur, la façon de fonctionner, et plutôt lié au féminin. Et puis le second prénom, lui, va être lié à notre façon d'aimer et aux sentiments, généralement. En ce qui me concerne, je n'ai pas de deuxième prénom, mais ça ne m'empêche pas quand même d'arriver à aimer un petit peu et d'être aimé un petit peu. Je plaisante, bien sûr. Parce que ça, voilà, en fonction des thèmes de chacun, ça ne va pas avoir les mêmes significations. Mais en tout cas, dans le côté Valérie, dans la programmation, si par exemple je regarde vite fait en anagramme, par exemple ça fait laverie. C'est bien ma spécialité. Quand les gens viennent me voir, ils ressortent, ils ne savent plus comment ils s'appellent. Mais le but, c'est d'aller trouver qui ils sont et c'est vraiment aussi cette fonction, alors là je le dis en plaisantant, mais c'est vraiment de faire toute cette démarche pour aller nettoyer cette carte intérieure. Et c'est pour ça que dans mon parcours et dans la façon dont les choses se sont faites, j'ai d'abord beaucoup travaillé sur le corps mental. Donc je me suis formée en PNL, en analyse transactionnelle, enfin de comprendre déjà tous les trucs de relations, etc. Et là je me suis dit, c'est pas suffisant, enfin là c'est que la tête, il se passe plein de trucs au niveau émotionnel. Donc là j'ai plongé à fond, donc j'ai fait de l'hypnose, de la sophro, voilà, pour aller explorer ça dans tous les sens, sachant que j'avais une petite réticence quand même, parce que la trouille, vraiment la trouille d'aller voir les émotions fondamentales, primaires, et d'aller reconnecter ce qui s'était passé dans l'enfance, etc. Mais ça faisait partie du chemin, et là je me suis dit, c'est pas suffisant. Là, ok, corps mental, ça explique des trucs, le lien avec le corps émotionnel, ok, mais le corps. Parce qu'il faut que ça descende jusqu'au bout pour que ça s'incarne. Donc à partir de ce moment-là, j'ai travaillé un peu plus au niveau du corps. Donc j'ai fait pas mal, j'ai travaillé pas mal en massage, dans le toucher massage, etc. J'ai repris aussi des études d'ostéopathie pour comprendre jusque dans les os, pour voir comment ils faisaient leurs trucs à leur sauce. Et certainement aussi, mais en tout cas de comprendre le décodage biologique, etc. Enfin, en tout cas de voir comment chaque impulsion en fait danse à l'intérieur. Et j'ai juste reboosté en fait avec tout ce que j'avais appris quand j'étais enfant, en fait, pour simplement pouvoir mettre des mots et structurer et de comprendre dans les corps. Et puis là, évidemment, j'ai vu que j'étais encore très très limitée parce qu'il manquait toute la dimension spirituelle, bien évidemment, et énergétique. Donc après, je me suis encore formée en soins esséniens. Enfin voilà, j'ai fait tout un parcours pour essayer de comprendre en fait toutes les étapes pour pouvoir comprendre l'autre, mais me comprendre évidemment moi-même, au niveau plus holistique, en tout cas de comprendre dans l'ensemble comment tout ça était lié. Parce que de prendre que par un bout, pour moi, il manquait des informations. Voilà. Donc pour avoir cette compréhension, et c'est cette passion-là que j'ai de l'être humain, en fait, depuis que je suis toute petite, pour essayer de comprendre comment chacun, avec son diamant, en fait, a sa façon de vibrer unique, et comment ça fait une partition, et en fait, ça fait cette symphonie de la vie. Souvent, j'aime bien prendre cette expression-là, mais à chaque fois que je vois les gens, et c'est marrant, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je faisais une conférence à Grenoble, et j'ai retrouvé des personnes avec qui j'étais à l'école maternelle, à l'école primaire, et là, je me suis dit, waouh. Et ils étaient morts de rire. Bon, donc au bout de la fin de la conférence, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non mais sérieux, t'es comme quand t'étais petite, quoi. Je fais, ah bon? Il me dit, mais ouais, tu vois toujours chez les gens. Et c'est vrai que j'ai toujours eu, je mets entre guillemets, mais ce don, de voir en fait comment ça vit, et de dire, waouh, voilà, t'es fait pour quoi, quoi, enfin, sans poser une vérité, mais en tout cas les possibles qui sont là, parce que j'ai toujours eu cette écoute dans les vibrations, sur les différents corps, de voir, waouh, comment ça sonne, comment ça vibre, si ça fait rapide, si ça fait pas rapide, etc. Alors après, il y a des conditions, évidemment, vu que j'avais des capacités qui étaient quand même pas mal développées, ça s'explique, notamment au niveau de la clairvoyance, mais j'allais dire aussi au niveau du cerveau, puisque j'ai appris assez tard, quand mes enfants ont commencé à lire, apprendre à lire, que j'avais une petite déficience. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une déficience, c'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle synesthésique. Notamment, et c'est-à-dire que j'ai des sens qui s'intervertissent. C'est-à-dire que j'ai déjà un odorat très développé, mais par exemple, je peux vraiment toucher avec mes yeux quand je suis en travail ou avec mon nez. Je peux entendre avec mon nez. Enfin, voilà, c'est les sens qui s'intervertissent. Et
dans la constitution, en fait, et bon, ça c'est familial, c'est juste dû à une petite couche de myéline qui est un petit peu plus épaisse que les autres, qui explique mon hypersensibilité, et donc une capacité émotionnelle et intuitive assez importante, en tout cas une intelligence dans ce sens-là. Quand ils ont appris à lire et à écrire, c'est là que j'ai découvert que les gens ne voyaient pas les lettres en couleur. Moi, quand je lis, le texte est en couleur, en fait. Donc, c'est au niveau du cerveau, y a quelque chose qui se fait. Hein, je ne me rappelle plus le nom que ça porte. Mais c'est quand ils ont fait l'apprentissage, je dis, mais tu vois bien. Là, là, c'est cette couleur. Enfin, en tout cas, le mot, il a une vibration, comme une couleur, comme une note de musique. Et pour moi, toujours, tout était associé. C'est-à-dire, un mot, comme il sonne, il a une certaine harmonie, une vibration, qui va donner de l'ampleur. Exactement comme les corps. Et donc, dans la façon de lire, d'appréhender les personnes, c'est beaucoup plus facile pour sortir si c'est dissonant, etc. Alors, sans non plus à ce que je sois un détecteur de mensonges, bien évidemment, il faut vraiment que je sois branchée sur la personne. Et rassurez-vous aussi, parce que des fois, les gens me demandent, ils disent, mais tu vois là... non, mais c'est quand je me branche, de savoir si vous avez un slip rouge ou pas. Enfin, fondamentalement, ça ne m'intéresse pas forcément. C'est bien. Ça peut être bien pour s'ancrer, chacun son truc. Mais c'est vraiment quand on se branche et qu'on fait le travail, bien évidemment. C'est le lien avec le langage des oiseaux. Et c'est le lien aussi, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette vibration au niveau de comprendre dans les mots. Et c'est très lié aussi au plan de l'intuition finalement, parce qu'on touche les couches supérieures du mental au niveau de la conscience. Et l'intuition est sur vraiment au niveau du haut mental, qui va être lié aussi à tout ce qui est créativité, etc. Imagination, créativité, plan de l'intuition et plan d'illumination, en fait. Donc, quand on va capter, on va sur ces sphères-là. Donc, c'est bien plus haut que le corps causal, etc., etc. Et c'est pour ça que j'avais aussi cette démarche d'avoir besoin de voir l'ensemble, pour voir de façon globale, en fait, comment la personne, elle vibre. Donc, sur l'apprentissage, et dans l'évocation que j'ai eue étant plus jeune, moi aussi, j'aurais adoré me dire je vais être infirmière ou je vais être ceci, que dalle. Moi, en fait, j'avais super envie d'être ostéopathe, donc finalement, j'y suis arrivée d'une certaine façon. Mais en même temps, je voulais être commissaire de police et en même temps, je voulais être philosophe. Parce que j'adorais la philo, je trouvais que c'était super important parce que je me questionnais sur le sens de la vie. Et j'ai choisi des études de finance. Parce que c'était plus sûr pour avoir un métier. Mais finalement, avec du recul et avec tous les différents métiers que j'ai faits, je pratique aujourd'hui ces différents métiers en même temps. C'est-à-dire que dans le travail que je fais, j'investigue, je fais des enquêtes, en fait, pour comprendre le fil de la vie. Je vais tout rabouter pour voir le parcours d'une personne, de comprendre toutes les synchronicités, de voir en fait tout ce qui va se dégager, qui font son ensemble et qui donne du sens. Puisque rien n'est par hasard. Quel que soit le métier que vous allez faire, c'est jamais un hasard. Dans l'entreprise dans laquelle vous tombez, ça soit pas parce qu'il y a des gens particuliers que vous allez rencontrer, ou parce que ça va commencer à développer quelque chose chez vous, tout autant que par exemple les sports que vous faites ne sont pas anodins. Je prends un exemple tout bête, quand je fais du vélo, c'est pas que pour gonfler les mollets ou faire un truc. Faire du vélo, c'est être complètement dans l'instant présent. J'ai la roue du passé, du karma derrière, la roue du dharma devant, et je suis en tant qu'être parfaitement en équilibre. Si je me loupe, je rate la pédale, je tombe. Donc c'est l'art d'être complètement en équilibre et dans son présent, de coordonner tous ces mouvements et d'être dans une harmonie pour que ça fonctionne. Par exemple, donc quel que soit le sport, etc., c'est jamais anodin. Donc c'est intéressant, quand on fait une investigation, de regarder tout ce qui est présent, toutes les maladies qu'il y a eu, etc., à quel âge. Donc ça, c'est un point. Évidemment, comme je travaille pas mal par le corps et que le corps exprime énormément, c'est super facile après en décodage pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis dans le côté philosophie, c'est de transmettre aujourd'hui ce travail sur l'éveil de la conscience au fur et à mesure et de trouver le sens de la vie. C'est en fait ce pourquoi je travaille depuis que je suis toute petite, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. J'aime bien faire ce petite blague, mais c'est vrai que ça commence souvent par ça. Le truc, c'est que naissance, c'est le 1. Entre naissance et mort, le mot que j'aime bien mettre, c'est bordel. C'est quoi ce bordel ? Et le but du jeu, c'est que c'est comment je vais jusqu'au bord et que je touche elle. Et que je le touche dans ma vie et que je danse avec lui, que j'apprenne à chaque instant à juste respirer, à être respiré. À danser avec tout ce qui est, dans toute sa multiplicité, dans dans une danse globale. Et c'est tout l'enjeu qu'on a dans les vibrations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, puisqu'on en est maintenant au chakra du cœur, c'est le nous
le nous ensemble, c'est comment ce un, mon unicité, bat comme un cœur, c'est-à-dire je pars du un et je suis l'ensemble. Je pars du un et je suis ensemble. Et c'est pas l'un ou l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est simultanément, ensemble. Donc il n'y a plus cette séparation. Et c'est difficile d'appréhender ce tout si on ne sait pas qui on est. Si on n'est pas allé travailler sur ce un. Si on s'est dissous complètement dans le divin, comme proposent beaucoup de démarches à l'heure actuelle, où il faut absolument faire monter sa Kundalini, il faut absolument... ce qui est très bien en soi, ça fait travailler plein de choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement important de travailler les deux en parallèle. Parce que si on est incarné, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est dans l'incarnation et dans la relation les uns aux autres que l'on peut manifester en fait ce divin. C'est pas tout seul dans son coin ou dans une relation unique avec Dieu. Comme on le dit souvent, c'est plus facile quand même de faire tout un travail et de toucher plein d'expériences spirituelles. Et c'est très bien, ça, c'est aussi un chemin. Mais quand on est tout seul dans une grotte, mais quand il faut redescendre en bas dans le village, avoir une femme et des enfants et se taper le quotidien, c'est encore autre chose. Là, c'est là où on voit où c'est vraiment intégré, en fait, intérieurement. Comment l'ego va se manifester. Et c'est pas parce qu'on a fait toute une démarche... Je vais prendre encore un exemple tout simple. J'étais en Inde en début d'année et là-bas, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des satsangs, des grands maîtres qui viennent, etc. Et on était notamment dans un hôtel et à un moment, on voit un gars qui arrive, qui avait une certaine prestance, etc. Donc c'était un des grands maîtres. Voilà. Et en fait, sa chambre n'avait pas été réservée, il y avait un souci. Et le gars, il arrive, au début il était posé, et puis au bout d'un moment, il s'énerve. Il commence, mais est-ce que vous savez qui je suis? Je suis maître... Et là, on se dit, waouh. Voilà, humilité, tout ça. Alors c'est facile de critiquer, mais c'est juste aussi de bien comprendre, et c'est vraiment très très important. Quand on a une démarche spirituelle et qu'on grandit comme ça au niveau de la conscience, l'ego est toujours là, à chaque instant, à chaque pas. C'est juste la posture intérieure qui va faire que on lui donne la voix ou on reste en retrait. Mais c'est d'apprendre, et c'est ça, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, c'est de voir qu'à l'intérieur de nous, dans notre table, il y a notre centre, avec notre âme, notre être psychique, et relié à l'esprit, mais qu'à l'intérieur, il y a l'ego qui continue de fonctionner, et dedans, il y a plein de parts, qu'on a tous. C'est par là, c'est par exemple, c'est toutes les parts du moi. Alors, moi, j'aime bien dire, quand on retourne dans l'ego et dans l'identification, on moïse. On est en train de carburer. C'est le moi, par exemple, qui critique, le moi qui juge, le moi qui est angoissé. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui lâche tout, qui... mais non, t'inquiète, ça va bien se passer, on fait rien, et tout ça. Oui, je vous ai dit, celui qui juge, celui qui critique, celui qui râle. Il y a aussi toujours celui qui râle, qui est présent, mais il y a toutes ces parts qui sont là en permanence. La posture intérieure, c'est à quoi je vais mettre de l'énergie. Est-ce que je rentre dedans et je vais dans l'identification, ou juste j'observe et au lieu de lui dire « je te vois pas, je t'entends pas », vous savez, comme dans le film Babysitting, je ne sais pas si vous l'avez vu, à un moment il est poursuivi par les flics, il conduit et puis la porte est arrachée et il y a les flics juste à côté et puis il fait « je vous vois pas ». C'est pas « je fuis » ou « je suis dans le déni ». Et c'est là où c'est extrêmement important, la force aussi du développement personnel dans ce sens-là. C'est j'accepte et j'accueille complètement cette part. Je ne fais pas non, je ne te vois pas, non, tout. Et souvent, on entend des phrases comme ça, non, mais laisse, tout est juste, tout est parfait, etc. Entre dire ça et l'intégrer complètement dedans, on est sûr qu'il peut y avoir des grands écarts, voire des autoroutes. C'est vraiment, ok, je t'ai vu et je te reconnais. Viens, assis-toi, pas bouger, tranquille. Juste lui dire, écoute, c'est qui le patron? Eh bien, c'est moi. C'est moi dans le grand moi, c'est-à-dire le soi. Et nous, on apprend, et c'est ce qu'on fait aussi dans toute notre carte intérieure, la plupart du temps, c'est d'essayer de ne pas sentir, de ne pas toucher. Et la voie spirituelle peut être un bon moyen pour ça, c'est-à-dire comme on ne s'identifie plus et on choisit une désidentification complète, tout va bien, je ne sens rien, je ne sens plus rien, tout va bien. Donc je ne vais pas dans mes émotions, je ne les accueille pas, je ne vais plus dans mes émotions, je ne fais que regarder et observer. C'est une voie et c'est important de savoir le faire, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais c'est juste que c'est une façon aussi de ne pas accepter ce qui se passe. Et donc je peux avoir tout un développement spirituel qui est génial, mais quand, pouf, je vais retomber dedans pour X ou Y, ou parce que je suis en relation ou qu'il y a quelque chose qui monte, ça ne peut pas vite partir en cacahuète.
Hein. Toute la conscience et toute la compréhension est en fait sur un autre plan. Mais vous savez bien aussi qu'on peut avoir réalisé des choses pas possibles, les avoir senties, etc. Et en même temps, pas forcément intégrées jusqu'au bout et jusque dans le corps. Hein, c'est vraiment un point important. Donc ce point-là et ce travail sur l'ego et l'identification est extrêmement important pour pouvoir cheminer. Et ce que je vous disais, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ensemble, c'est un tout. Hein. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on puisse le faire tous ensemble. C'est-à-dire que nous sommes autant des manifestations les uns et les autres de ce un, de ce divin, chacun dans notre caractéristique, et on est tous les miroirs les uns des autres. Et ça, on le sait aujourd'hui au niveau des relations. Hein, on va attirer exactement la bonne personne qui doit nous faire travailler le truc, et ça commence par nos parents. Oscar des meilleurs rôles, papa-maman. Ils ont mis la patate pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Et puis c'est pas facile, en contrat d'âme, d'accepter par exemple d'être un affreux Jojo, ou d'avoir mis le paquet vraiment pour incarner l'indifférence totale. Faut beaucoup d'amour pour jouer ça, quand même. Donc c'est d'accepter ça aussi avec humour, mais de comprendre en fait que tout est parfaitement juste. Et il y a un moment, il faut sortir des reproches de ceci, cela. Donc je reviendrai après sur cette carte, juste pour bien comprendre, et les liens avec l'intuition. Je vais resynthétiser un petit peu, parce que ça me semble quand même très important de parler au moins de cette carte intérieure et de voir comment l'ego se constitue, et de comprendre en fait, j'allais dire tout simplement, que cette carte, c'est comme une carte mère sur l'ordinateur qui va nous composer, et que l'intuition, en fait, ce qu'il y a de magique, c'est que, je vous ai expliqué, en fait, en arrière-plan, dans notre être, on a notre personnalité de surface, qui est cette carte intérieure, cette carte mère, qui est l'ego, de tout ce dont il est composé et tout ce à quoi il s'identifie. Et en arrière-plan, donc au niveau du cœur, un petit peu plus, si on devait situer au niveau corporel, il y a l'âme, l'être psychique. Et l'intuition, quand elle va arriver, en fait, sur des plans supérieurs, alors tout le monde est OK avec les plans physiques, plans éthériques et tout ça. Il y a plusieurs plans, et plus on monte dans les plans, sachant qu'il y a les mêmes plans qui existent en dessous. Et ça, c'est... Alors, il y en a... Au niveau initiatique et tout ça, occulte, c'est les plans moches, horribles et tout ça. C'est juste les plans d'inconscience, dit simplement. C'est-à-dire que plus on va descendre, plus ça va être dans le dur, sachant que les deux se rejoignent. Et le but, c'est ça. Sur les deux plans, en fait, ça se rejoint à un moment donné. Mais c'est expérimentation dit contraire, et c'est toute l'explication dans la création du monde, en fait, de la dualité. Mais il y a donc des plans d'inversion, et à l'intérieur de ces plans, il y a tout ce qui va constituer en fait jusqu'au plan physique là qui est au milieu et sur lequel nous sommes incarnés. Là, c'est la convergence en fait de ces deux plans. On est tant ombre que lumière, d'une certaine façon. Donc l'âme, elle est un petit peu en arrière-plan, et quand ça vient des plans de l'intuition, donc là-haut, en fait, il va y avoir un message directement qui est capté parce que l'âme, elle est tout le temps en reliance avec ça, et qui va arriver, en fait, directement au niveau de l'âme, et ça va comme transpercer la porte ou la carte intérieure, et ça va arriver directement jusque dans le corps. Et c'est pour ça que ça passe par ce qu'on appelle les capacités subtiles, quelque part, les sens plus subtils. Mais ça va être tellement réel, on va sentir, et c'est comme ça souvent que se manifeste l'intuition, c'est une espèce de fulgurance où tout d'un coup on sait. Avant même que les faits soient connus, avant même qu'il y ait une explication logique, c'est. Et on ne peut pas expliquer comment. Donc, parfois, ça peut être les frissons. Tout d'un coup, on a quelque chose. On peut percevoir aussi une lumière. Et puis, ça va se manifester. Et c'est là aussi où souvent il y a confusion par plein de synchronicités à l'extérieur, bien évidemment. Que vous connaissez tous. C'est, vous pensez à un truc, tout d'un coup, il y a la musique qui va bien, qui arrive juste au bon moment. Tiens, moi, je peux vous en donner une bonne. D'ailleurs, je ne me suis pas penchée au niveau de la conscience. Ce matin, j'ouvre les volets. J'habite dans un lotissement à Lyon. J'ouvre les volets, le truc improbable, je vois des chevaux. C'est pas normal. Deux magnifiques chevaux blancs. Alors, au début, j'entendais pas, donc je lui dis attends, t'es encore au lit ou t'es déjà debout? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ouvre la fenêtre et je vois deux magnifiques chevaux blancs devant ma fenêtre. Je dis bon,
c'est plutôt sympa. Donc il s'était échappé d'un champ qui était un petit peu plus en bas. Mais néanmoins, posté devant ma fenêtre comme ça et qui me regardent tous les deux. Et donc là, voilà, là, je n'ai pas cherché en termes de synchronicité, mais en même temps, quelque part dans la symbolique et au niveau des chevaux, les chevaux symbolisent la lettre L, c'est la liberté, la capacité, ils étaient deux, ensemble. Et c'est souvent dans la symbolique, et comme c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, je le prendrai comme ça là dans la synchronicité, c'est vraiment la capacité dans la guidance à aller, mais ils étaient libres, et pas scellés, et pourtant ils savaient exactement, on sentait dans le cheminement, ils sont venus se poster voilà, devant ma fenêtre, devant chez moi, ils me regardaient tous les deux. Je savais qu'aujourd'hui, je venais faire la conférence voilà, ce matin, je n'avais pas demandé de signe plus particulier, mais en même temps ils étaient là, hyper paisibles, et juste je les ai appelés, ils ont répondu, et c'est voilà, dans la symbolique, en tout cas dans ce que j'ai ressenti dans le matin, c'était juste, voilà, quelque part on vient à toi en toute liberté, en toute autonomie. Et dans cette couleur blanche, voilà, je voyais vraiment, là je pourrais vraiment y voir un signe, j'allais dire plus lumineux, et de dire, sois toujours dans cette authenticité, d'être libre, détaché de ton ego d'une certaine façon dans l'identité, et permet à chacun en fait d'avoir sa propre monture. Voilà. Et la perception que tu as, en tout cas c'était dans le message et ce que j'avais envie de vous transmettre aussi ce soir, c'est que chacun a sa vérité. On peut apporter plein d'éclairages différents, mais quoi qu'il en soit, au bout du compte, vous aurez votre propre vérité. Et personne ne la détient pour vous. Il y a plein de chemins différents, il y en a autant que de personnes. Il peut y avoir des voies à suivre, et souvent d'ailleurs quand on travaille en développement personnel ou spirituel, on a besoin encore de s'identifier. On a besoin de s'identifier à un maître, on a besoin de s'identifier... voilà, même nos anges dans la représentation, si je prenais l'exemple des anges, mais il y en a plein d'autres, un guide, on s'imagine toujours un guide, est-ce que vous croyez vraiment qu'il a toujours une grande barbe blanche et qu'il est habillé en blanc? Je vous assure que moi en soins, j'en ai vu un paquet des guides, ils n'ont pas toujours cette tête-là. Et en fait, le guide, c'est juste une représentation que le mental est capable de percevoir, mais en termes véritables, c'est une énergie. Il prend juste une identification pour faciliter en fait la communication. Ni plus ni moins, mais c'est une énergie. Donc voilà. Donc, en tout cas, dans le message, c'était vraiment, voilà, chacun a sa propre liberté et surtout l'importance, et c'est vraiment un des messages que j'aimerais vous faire passer ce soir, de développer votre propre discernement. Donc d'apprendre par la connaissance, et tout ce travail, que ce soit au niveau de la psyché, plus au niveau psychologique, mais aussi plus au niveau initiatique, c'est d'avoir aussi cette connaissance, d'apprendre cette connaissance tranquillement, sûrement, et de vous faire votre propre opinion. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit les corps c'est comme ça, vous en savez rien. Exactement de la même façon qu'enfant vous avez appris que la Terre était ronde, que là il y a l'Alaska, là machin, vous en savez rien en fait. Si vous n'y êtes pas allé, quelque part vous savez mentalement, mais vous n'avez jamais éprouvé jusque dans votre corps à aller toucher cette terre-là. Et c'est juste pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir, mais qu'en fait on ne connaît pas véritablement. Et toute la démarche, et même en soi intérieurement, c'est ça, c'est d'aller éprouver dans le sens sentir, toucher, goûter par ses propres sens ce que ça signifie véritablement. Et c'est pour ça aussi quand on travaille sur l'intuition et quand je travaille en séminaire, j'essaye le plus possible, j'explique le cadre, mais on arrête le blabla, c'est comme le vélo. Tant que vous n'êtes pas dedans et que vous expérimentez par vous-même, vous ne savez pas. Donc, si vous deviez simplement dire pour vous votre définition de l'âme, vous diriez quoi? Alors, moi, j'appelle pas ça l'âme parce que j'ai plus une tradition, parce que j'en ai suivi plein de différentes de traditions pour comprendre. J'appelle ça plutôt l'être psychique. C'est l'être qui est en arrière-plan, pas psychique dans le sens de psyché. C'est plus dans la tradition de Sri Aurobindo et Mère, en fait, dans la conscience intégrale, qui sont deux êtres, deux avatars qui étaient là au début du siècle. Les deux sont partis, malheureusement. Et c'est vraiment... L'âme, c'est la partie évolutive de ce que nous sommes en globalité. C'est comme si vous imaginiez une sphère. Dans cette sphère, il y a deux parties. Il y a la partie évolutive et la partie non évolutive. La partie évolutive, c'est celle qui va s'expérimenter dans la manifestation, à travers les âges,
et au fur et à mesure. Et la partie non évolutive, c'est l'esprit, en fait, qui est lié à ce qu'on appelle l'âme et l'être psychique, qui est encore en arrière-plan, qui s'appelle l'être central. Les deux sont indissociables parce qu'ils sont à l'image, en fait, de la création et de la manifestation. L'âme étant la représentation manifestée du divin, et l'être central étant le divin lui-même, c'est-à-dire le contenant, l'espace tout autour, qui fait que l'un peut exister avec l'autre. Je ne sais pas si je suis claire dans la façon d'exprimer. C'est-à-dire que l'âme, c'est la partie qui peut travailler dans la matière et dans la manifestation. Et il y aura toujours associé l'esprit, l'indéfinissable, l'infini, cet état de dissolution totale dans lequel on baigne, en fait, en permanence. Pas la conscience collective. Non, rien à voir avec la conscience collective. Rien à voir avec la conscience collective. Donc l'âme, en fait, c'est, on pourrait dire encore de cette façon-là, une part du divin qui s'expérimente par lui-même dans le jeu cosmique. Après, dans les réalisations internes, et au fur et à mesure qu'on s'éveille, etc., l'objectif, ça va être d'abord de faire une première réalisation, en fait, déjà de son ego, une dissolution de l'ego, et être complètement baigné, complètement dans le tout, dans l'infini. Donc là, on touche plutôt l'être central, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres réalisations derrière, c'est-à-dire que c'est revenir avec tout ça dans la matière et d'impulser ce divin dans la matière, de telle sorte que l'ensemble de la conscience humaine, collective sur cette planète et puis sur toutes les autres planètes, puisse vibrer ça sur tous ces plans. On n'y est encore pas, de voir chacun et de tous se regarder de façon divine en disant « waouh ». Généralement, on voit plutôt ce qui ne va pas. Ou même soi, déjà, de se regarder de façon divine. Ce que je vous disais, est-ce que vous vous levez vraiment le matin, passant devant la glace, en disant « excuse-moi, mais là, c'est énorme. Je t'aime ». Mais de prendre vraiment le temps, parce que tout ça n'est qu'une manifestation. On est quelque chose de concentré, effectivement, dans un corps, mais à l'intérieur, et tout notre travail, c'est d'aller réveiller ça, de se rappeler, en fait, qu'on est cette lumière absolument extraordinaire. Mais on a besoin de tous ces trucs compliqués pour revenir à quelque chose de très, très simple. Et c'est ça qui est très difficile pour le mental. Et c'est pour ça que des fois, dans des... je fais plein de raccourcis volontairement, mais parce que ça mérite vraiment réflexion sur chacune des initiations ou des types de traditions initiatiques. Mais de faire le petit raccourci, juste à « Ah super, je suis en train de boire une tasse de thé, c'est divin, c'est le moment présent ». Enfin, d'en arriver vraiment avec sincérité, simplicité, à déguster. On peut y arriver 3 à 4 secondes, mais ça ne dure pas. Enfin, pas trop. Après, il y a des extases, et bien évidemment. Et là encore, on pourra en parler, parce que quand on commence à avoir des vraies expériences spirituelles, etc., déjà, l'ego va essayer de s'en emparer à nouveau. Soit parce que je vais vouloir expliquer, j'ai vécu ça, alors que l'expérience en elle-même, elle doit rester au niveau de l'expérience. Rien que le fait de la verbaliser, elle va perdre déjà toute sa substance, parce qu'on va vouloir l'enfermer, et le disciple va avoir surtout envie de recommencer. Il y a comme une espèce de drogue addictive. Là, je suis dans des états, et j'entends très souvent, et puis souvent des questions par rapport à ça. Ouais, là, j'étais connectée, puis là, je suis plus connectée. Ça, c'est un abus de langage. On est en permanence connecté. C'est juste une question de posture à l'intérieur. Mais connecté, on est en permanence. Mais c'est comme dans tout, il faut travailler, d'aller presque dans une expertise pour revenir à la simplicité. Et c'est parce qu'il y a eu tout ça, et tout ce que ça n'est pas, qu'on peut arriver à l'essentiel de ce qui est. L'essence même de elle, l'essentiel. Voilà pour ça. Deuxième point que je voulais aborder, puis juste je vais faire un point sur la carte intérieure, parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, et de voir comment l'intuition, elle arrive à ouvrir, à écarter de temps en temps et te dire oui, tu n'es pas que ça, tu n'es pas que identifié à ceci ou à cela, et qui donne donc des voies, des pistes pour dire ouais, c'est là tu le sens. Généralement, dans notre façon de faire, ça vient plutôt pour qu'on entende de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, un accident, quelque chose qui se passe, un deuil, une rupture, où tout d'un coup, il y a
voilà, comme si on se réveillait finalement, et on va être, parce que ça a été, vous voyez une feuille, ça a été froissé, il y a un choc, et on arrive direct dans l'âme où tout d'un coup il y a des prises de conscience, qui ne durent pas forcément longtemps, parce que on en fait plein des prises de conscience, mais ça ne suffit pas. C'est la moitié du remède, mais après c'est de l'incarner. C'est pas juste, ouais j'ai compris, puis bon je le ferai plus tard. Quand ça sera le bon moment. C'est toujours le bon moment, hein. Le moment il commence à partir de maintenant, à chaque seconde. C'est ça qui est génial. Mais c'est à ce moment-là, hop, qu'on va toucher. Et généralement, donc, il faut soit des chocs, enfin voilà, des choses qui arrivent de l'extérieur pour que tout d'un coup, voilà, on se réveille. Mais il y a la possibilité de travailler de l'intérieur, ce qui est bien plus intéressant, pour justement commencer à mettre un éclairage sur toute cette carte-là et de faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus transparente pour que les messages arrivent directement et puissent se manifester directement, en fait, dans ce qu'on a envie de faire. Ce qui va empêcher que ça se manifeste, même si on a reçu les informations, c'est tous les blocages, toutes les croyances, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte intérieure ? On l'a fait courte, il y a pas mal de trucs. On va dire basique, tous liés en tant qu'être humain, qui va être lié. Alors, je précise, je vais faire un dessin d'un cerveau. Je n'ai donc pas fait les beaux-arts. Donc, je vous précise que c'est un cerveau. C'est une coupe transversale. Alors ça, c'est le cerveau reptilien, ça, c'est le cerveau limbique, et ça, c'est le néocortex, avec cerveau droit, cerveau gauche, et le corps calleux au milieu. La première chose, alors je vais faire un cercle, hop, ça va être lié... Le cerveau droit, c'est à l'opposé, non Valérie, c'est pas ça À l'opposé ? Non, c'est simplement que le cerveau droit, il gère au niveau motricité le côté gauche et vice-versa. Le cerveau droit, c'est le principe masculin, c'est ça ? Le cerveau droit, c'est le principe féminin. Yes. Donc c'est tout ce qui va être global, voilà, relié au féminin, la réceptivité, la créativité, voilà, l'imagination et tout ce qui va être logique, raisonnement, détail, etc. Cerveau gauche. Plus lié au principe masculin parce qu'il va mettre en action aussi. Mais les deux sont indissociables parce que quand on reçoit des messages qui soient visuels, corporels, il va bien falloir les traduire en mots et donc ça doit passer par le cerveau gauche. Pour pouvoir voilà, avoir de la substance. Donc, ce qui signifie que quand on va faire un travail intuitif, on va toujours faire une alternance cérébrale. On va travailler énormément l'alternance cérébrale, donc on va rééquilibrer à ce niveau-là. On va rééquilibrer à ce niveau-là parce qu'on va travailler aussi sur le cervelet. Et donc, on va travailler beaucoup au niveau du corps et on va tout faire pour que l'équilibre se fasse à tous les niveaux. Donc, au niveau vertical, au niveau sur les plans horizontal et puis dans la profondeur. Donc, voilà, il y a tout un travail à faire pour que voilà, ça s'équilibre et que tous les corps soient bien équilibrés. Et plus c'est équilibré, plus ça descend et les informations descendent. Après, au début, quand on débute, d'abord on va voir quels sont les sens qui fonctionnent le mieux. Mais le but, c'est de tous les développer, c'est pas de se servir que d'un. Et donc ça, après, voilà, il y a plein d'exercices en méditation, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau plus spirituel. Il y a plein de choses à faire. Donc, lié au cerveau reptilien, première programmation est liée donc à notre humanité. En fait, c'est ce qu'on a récupéré de nos ancêtres, mais super lointains, au niveau de la survie. Mécanisme, je vous la fais très courte, parce que c'est bien plus complexe. Mais mécanisme de base, mécanisme de base, c'est fuite, agressivité, passivité, qu'on retrouve dans tous les groupes. Mais quand on est en hyper stress, généralement, on revient en survie, et survie, c'est j'ai ces trois possibilités. Qu'on retrouve, qu'on retrouve partout quand on est... Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins sollicité. Quand on se lève le matin, on sait aller à 99,999% qu'on ne va pas se faire bouffer par un lion quand on va sortir de chez soi. On est plutôt tranquille, mais ça n'empêche pas que les peurs d'antan se sont transformées en peurs psychologiques. D'accord ? Donc ça influe quand même, et c'est toujours très présent, et c'est commun chez tout le monde. Deuxième, qui est aussi lié à nos conditions, c'est le fameux petit triangle qui va être lié plus au cerveau limbique, le fameux triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur, qui nous sont mis en intraveineuse, notamment par papa-maman, mais aussi au niveau de l'âme. Il y a aussi parfois une continuité. Donc ces jeux de rôle, je pense que c'est OK pour tout le monde pour ça. Les trois jouant que pour une chose, c'est comment je suis reconnue. On agit en victime, c'est-à-dire si je suis victime, je vais m'identifier à la victime, parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis victime ? Déjà, il m'arrive plein de trucs dans ma vie.
j'existe et on m'écoute. J'ai de la reconnaissance quand ça va mal et qu'on m'écoute. Vous voyez bien, même dans une conversation, vous rencontrez quelqu'un, on dit ça va, ouais, ça va super bien et tout ça. La conversation, elle n'a pas duré longtemps. Ah ouais, ça va bien, ouais. Alors que si ça ne va pas, et tic, 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 tic. Non, on en a pour 3 heures. Donc il y a des spécialistes qui... Alors, je caricature. Il y a un excellent film. Si vous voulez bien comprendre tous ces mécanismes, il y a un excellent film, un excellent livre qui explique très bien tout ça. Le film, ça s'appelle Oui mais, qui a été tourné à Lyon, avec Gérard Jugnot. Notamment, c'est un excellent film qui exprime bien toutes les positions et on comprend facilement. Alors, des livres, il y en a plein, mais un que je trouve particulièrement pertinent, avec une très belle approche, que je vous dis pas de bêtises, c'est de Annie Marquier, qui est une Canadienne qui est formidable, qui a fait tout un travail sur l'école de lettres et de la conscience, qui s'appelle, c'est pas La liberté d'être, si je crois que c'est ça, La liberté d'être. Elle en a écrit plusieurs, parce qu'elle a écrit Le maître dans le cœur, qui est aussi fabuleux comme livre, mais qui explique bien tous ces cheminements et comment l'ego va jouer dans ces différents rôles. Donc la victime, je suis quelqu'un parce que et on m'écoute, signe de reconnaissance. Le sauveur, parce que s'il y a une victime, il faut qu'il y ait un sauveur qui l'écoute. Donc lui, comment il a son signe de reconnaissance? Il est applaudi. Non, il fait les choses pour sauver la victime. Mais lui, ce qui fait marcher son carburant, c'est d'être utile. Je vis, si je suis utile, je fais quelque chose de bon. Et donc, c'est souvent sous un couvert de bonté, etc. Mais voilà, je suis programmée pour sauver, quoi. Donc, il ne se passe rien, mince. Donc, et puis, c'est une façon de ne pas se regarder. Parce qu'il y a toujours plus miséreux que nous. Donc, c'est une bonne façon de se nier, de ne pas se voir, de ne pas travailler sur soi. D'être dans le soignant. Par exemple. Alors, j'en parle en connaissance de cause, ayant beaucoup d'infirmières et de machins dans la famille. Bref. Et puis le persécuteur, évidemment, vous vous en doutez bien, qui ne se lève pas le matin en disant aujourd'hui, je vais faire chier tout le monde. Tous, on joue aussi ce rôle-là. Là, il y a un besoin de respect. Je suis reconnue parce que je suis respectée et que les limites sont bien posées. Donc, j'existe. Et tous, on joue au persécuteur à un moment ou à un autre, même sans le vouloir. Il suffit que vous alliez faire vos courses, juste au moment où vous passez à la caisse, hop, téléphone qui sonne, à peine si vous voyez la caissière, quoi. Vous parlez, tout ça, c'est vite fait. C'est une façon de ne même pas être en contact, rien. L'autre, c'est juste un bras qui fait tic, tic, tic. Juste éventuellement, vous êtes un peu sauveur, vous avez pensé, on va se prendre une tendinite. Ça va pas plus loin que ça, quoi. D'accord ? Et rien que si on prend l'exemple des courses, en 3 secondes, vous pouvez passer par toutes les positions. Même si, par exemple, vous avez la tendance un peu plus sauveur, allez, vous sortez du boulot, il faut faire les petites courses vite fait parce que ce soir il y a un petit repas et tout ça, vous êtes à la bourre, vite. Donc là, je suis bien dans l'instant présent. Évidemment, là, vous vous dites, allez, je vais le faire à l'intuition, je vais me prendre la bonne caisse. Évidemment, c'est celle qui ne va pas avancer. Et qu'est-ce qui se passe là, le truc miraculeux? Il y a la petite vieille dame qui arrive et qui fait genre, elle se met devant vous. Et là, vous vous dites, ok, donc si vous êtes dans la position sauveur, je suis super à la bourre et tout ça, et puis tout d'un coup, vous allez faire comme le chapeauté, vous allez regarder son caddie, elle a un petit poireau, une boîte de sardines et tout ça, et puis là, vous faites déjà tout un film, ça se trouve, elle est seule et tout ça. Et puis en fait, elle sort juste à la sortie des bureaux parce que c'est le moment où elle voit du monde. Et voilà, donc vous lui avez créé tout un truc, vous n'en savez strict rien, et puis il a dit, bon allez, je laisse, quelle générosité de cœur. Et puis là, vous êtes quand même un peu pressé, en même temps, voilà, et puis mince, vous avez aussi une vie. Alors, sérieux, elle avait toute la journée pour faire ses courses, quoi. Qu'est-ce qu'elle nous sort? Et puis il y a peut-être même des caisses qui sont là pour ça, quoi. Et donc là, bien posé dans, je me respecte, voilà. Vous allez faire, excusez-moi, je crois que j'étais avant vous. Alors déjà, vous êtes un gros menteur, une grosse menteuse. Je crois que j'étais avant vous. Vous le savez, hein. Vous ne croyez pas, en fait, manifestement, vous étiez bien devant. Donc un petit timide, etc. Donc déjà, vous ne posez pas vraiment les limites, quelque part. Et imaginez, elle ne vous répond pas. Et donc là, pareil, soit le sauveur, il revient en disant « ça se trouve, elle a un sonotone, elle n'a pas entendu ». Soit c'est vous vous sentez ridicule parce qu'en fait, elle vous impose et donc elle devient persécuteur. Un rejet, genre « vous n'existez même pas, je fais comme si vous n'étiez pas là ». Mais même s'il est vu, ils se mettent à faire ça avec moi, mais c'est inadmissible, quoi.
Déjà que mon patron, il ne me respecte pas. Et c'est parti. Voilà. Spirale infernale. Mais du coup, la petite mémé qui a juste rien fait, enfin si, elle est un peu passée devant vous, des fois que ça marche, parce qu'il y en a qui font pour rire aussi, hein. C'est juste pour voir ce qui se passe, il y a des joueurs. Mais vous voyez déjà tous les scénarios qui peuvent se passer. Juste en 3 secondes. Ou soit vous allez insister en disant, écoutez madame, vous faites la queue comme tout le monde, il y a des règles. Voilà, donc vous passez derrière. Là, bah oui, quoi, zut, mince, c'est vrai. Et voilà. Et là, il faut être confronté à, bah oui, je me suis défendue quand même, ça se fait pas, c'est une vieille petite dame, etc. Et donc, on y viendra après, à la force du culturel, culpabilité, jugement, et tout ce à quoi on est soumis, regard des autres, etc. Donc il y a de quoi faire. Hein. Donc ces jeux-là, victime, persécuteur, sauveur, on joue à ça la plupart du temps, dans toutes nos relations, quelles qu'elles soient. Et pour s'en libérer, ça va être d'accepter d'aller chercher en soi le courage de pouvoir exprimer ce que l'on est, donc se permettre, oser et se permettre d'être dans son côté père, de poser les choses et donc d'être dans le respect de soi-même, dans ce qui est juste, hein, sans non plus crier sur l'autre en disant « j'étais avant toi !» Voilà, écoutez madame, je suis pressée aussi, voilà, et je crois que vous n'avez pas vu que la queue était derrière en fait. Merci. Hein, je remercie et tout, enfin je fais les choses bien quoi, juste mais voilà, on recadre. Et c'est ce qu'on ne sait pas toujours faire avec les enfants non plus, hein, entre guillemets. Sans se justifier, c'est. Donc oui, on va jouer à ça la plupart du temps, donc c'est oser accepter voilà, de se donner l'autorisation et de se permettre, de le faire en toute protection, c'est-à-dire voilà, sans humilier, sans insulter, sans, voilà, de façon juste, et puis donc d'affirmer aussi sa propre puissance. Voilà, je suis là et en tant que personne, et c'est ça, c'est d'aller retrouver en fait son paix primordial, son paix de puissance. Et comment on fait pour retrouver sa puissance à l'intérieur ? C'est pas simple. Et c'est accepter d'aller dans le puits pour retrouver son sens. C'est ça la puissance. Ça doit aller voir dans les fondements, en fait, qu'est-ce qui n'est pas droit, qu'est-ce qui n'a pas été posé, qu'est-ce qui n'a pas été reconnu. Et ça aura été fait pendant toute l'enfance, hein, cette fameuse lettre P hein, du Père, mais aussi de la puissance, etc. De la paix, hein, quand enfin je suis en paix et que c'est posé. C'est dans tout le formatage avec les parents, et donc toute l'éducation qu'on va recevoir, je vais mettre éducation, où là, nos parents, alors déjà dans le féminin et dans le masculin, dans comment se joue un couple, mais aussi toutes leurs valeurs, toutes leurs croyances vont nous être transmises. D'accord ou pas ? Et ils transmettent à l'enfant tout ce qu'ils sont. Pas tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font, mais tout ce qu'ils sont. Hein, parce qu'on ne transmet que ce qu'on incarne. Après, voilà, il y a d'autres croyances qui sont ajoutées, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, certes, mais ce qui va être le plus fort, c'est les comportements et ce qui transpire, en fait. Et donc là, il va y avoir un poids qui est juste énorme de ce qui va nous être légué, donc, et toutes les croyances primordiales de famille, de ceci. Et donc là-dessus, on va rajouter ce qui vient d'au-dessus, c'est tout ce qui est transgénérationnel. Et à cela, on rajoute quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Eh bien, tout le poids aussi de la culture dans laquelle on est. Nous vivons dans une culture judéo-chrétienne. Alors, je vous la fais courte aussi, mais avec 2 mots qui nous sont mis en intraveineuse dans le champ, c'est le jugement, le juge qui ment. Deuxième truc qu'on nous a mis en plein dedans, la culpabilité. C'est quoi la culpabilité ? C'est du cul qui n'est pas habilité. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, dans l'histoire, la Genèse, on descend tous d'Adam et Ève. Comment savoir d'où vient la culpabilité ? En fait, on est tous des descendants d'un inceste magnifique. Avant, il y avait toute la période matriarcale. On arrive toujours à une période d'équilibre. Et puis, il fallait que le patriarcat se mette en route. Shooté complètement à partir de l'après-guerre, où il a fallu un carnage monumental pour qu'il y ait une aspiration à revenir à quelque chose de plus sain, en paix, qu'on célèbre la vie, parce que là, on a été confronté à la mort sous toutes ses coutures, dans ce qu'il y a de plus horrible, et il va y avoir cet équilibre qui va se faire tout doucement jusqu'à 2012. Hein, donc on sort de la guerre, où là, ça va être faites l'amour, pas la guerre. Hein, on avait la guerre, après on fait que l'amour, et puis là on se dit quand même, ça fait beaucoup de bébés. Non, je plaisante. Mais c'est juste toute cette... on enlève, en fait, on est sorti du patriarcat,
en fait, hein, cet autoritarisme, comme c'était avant, où il y avait la domination quand même du masculin, au fur et à mesure, on commence à s'en détacher, jusqu'à arriver dans les années 70, on repart dans l'autre sens, dans le côté très féministe. Les hommes, on peut tout faire sans vous, on n'a pas besoin de vous. Ok, donc il y a une petite résurgence de Lilith, et puis hop, ça revient, et on y a le droit, hein, jusque dans les années 70, explosion des divorces, liberté, enfin tout ce qu'on veut. Donc là, les femmes deviennent des hommes, sur plein de plans. Hein, au niveau, vous vous rappelez peut-être, c'est toute l'époque des working girls, Thatcher, etc. Les femmes redeviennent des hommes, quoi. Donc les femmes peuvent retrouver leur pouvoir du masculin, et les hommes, eux, peuvent enfin aussi libérer leur pouvoir du féminin d'une certaine façon. C'est là où on accepte de plus en plus qu'il y ait des hommes qui peuvent être un peu plus féminins. On n'est pas obligé d'être que coiffeur. Je fais exprès, hein. J'ai rien contre les coiffeurs, juste qu'on soit bien d'accord. Mais dans la façon d'exprimer, de toute leur sensibilité, leur côté artistique, etc. Je parle au niveau sociétal, hein, dans la façon dont c'est accepté. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, en 2019, franchement, vous n'allumez pas une série télévisée où il n'y a pas, il y a que des couples masculins, féminins, féminin, féminin, masculin, masculin. Enfin, maintenant, c'est normal. Il y a encore une quinzaine d'années, on ne voyait pas ça sur les écrans de façon aussi simple. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a eu cet équilibre féminin-masculin jusqu'à ce que ça commence à se stabiliser, qu'au niveau sociétal, on accepte de... Alors, je parle plus au niveau européen, enfin américain, etc., mais où le rôle de l'homme n'est plus cantonné à ça, il doit juste être fort, rapporter de l'argent, et toujours être... il a aussi le rôle de papa, un rôle dans la société aussi plus participatif. En tout cas, il prend pleinement possession en fait, de son féminin. Aujourd'hui, on ne regarde plus quelqu'un parce qu'il va chercher son enfant à 4h30 une fois de temps en temps, même s'il a une grosse réunion financière. On trouve ça touchant, charmant, enfin, c'est normal. Et pareil dans le côté féminin, où, même si c'est encore pas tout à fait évident, mais on peut mener aussi de front plusieurs activités, même si c'est encore pas tout à fait régulé, parce qu'il y a ce côté un peu superwoman où il faut quand même un peu assurer dans tous les sens. Mais ça commence à s'équilibrer totalement pour arriver dans une coopération, on fait ensemble. Ce qui montre d'ailleurs aujourd'hui aussi qu'il y a plein de façons de faire des couples qui s'inventent aussi aujourd'hui. On n'est plus forcément dans on habite ensemble, on se voit tout le temps, etc. Et vous voyez bien qu'il y a plein de modèles qui font, alors de par aussi les familles recomposées, mais plein de modèles qui commencent à émerger aujourd'hui où chacun chez soi, on se voit pour les bons moments. Enfin, il y a plein de choses qui émergent en fait dans tous les sens. Mais une conception différente de comment être nous ensemble, sans être dans la fusion totale ou dans chacun pour soi total. Donc ça s'équilibre, voilà, tout doucement, dans ce féminin et ce masculin. Il y a de loin. Donc la culture a vraiment eu une incidence. Il y a évidemment, à ça on va rajouter l'époque, parce que la morale, ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec il y a 50 ans, et puis encore moins au temps des pharaons, où vous vous doutez bien qu'on ne se lèverait pas le matin en se disant « Qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui ? Je me ferais bien un petit jeu de gladiateurs avec 3-4 qui se font manger par les lions. » Quoi qu'on le fait un peu, hein. Oui. Si on se fait du Game of Thrones ou un truc comme ça. On pourrait avoir encore cette petite tendance, mais ce n'est pas le truc qui nous fait kiffer. Voilà, de voir mourir quelqu'un comme ça. À l'époque, c'était une façon d'extérioriser. Aujourd'hui, conception complètement différente, ce n'est pas du tout quelque chose dans les normes, dans l'éthique, etc. Il y a eu complètement un changement. Donc au moment où on s'incarne, il y a l'influence aussi de l'époque. Et aujourd'hui, on vit une époque qui est absolument incroyable dans le sens où on est en train d'avoir vraiment un changement de paradigme dans la façon de se voir, puisqu'il y a cette intelligence collective qui commence à émerger dans tous les sens et qui a lieu notamment dans une révolution qu'on voit au niveau des métiers. Où on voit de plus en plus de gens qui veulent trouver une certaine libération, mieux se connaître, en sortant soit du salariat, alors il y a aussi une grande idéalisation qui a été faite là-dessus, parce que tout le monde n'est pas fait pour être à son compte, il y a quand même beaucoup de responsabilités, il faut quand même beaucoup bosser, et c'est bien d'avoir un idéal et c'est super, mais ça peut être fatigant, ça peut amener aux mêmes dérives que quand on est salarié, on peut arriver à un burn-out, enfin il y a plein de choses, donc c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est juste que ça montre qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose et d'être pleinement plein, et d'être pleinement, complètement dans ce qu'on fait. La relation au travail a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de se libérer de ce côté hiérarchique
etc. Il y a plus une volonté de coopérer, de faire ensemble et d'avancer. Et comme beaucoup d'entreprises ont eu du mal à transmettre des valeurs où on va dans ce sens-là et pas que dans le sens économique du terme, il y a plein de modèles qui sont en train de commencer à se créer. Voilà, de façon plus communautaire. Il y a eu plein d'essais avec les scopes, etc. Et là, tout doucement, on commence à trouver plein de modèles super intéressants de réseaux, de coopération, du bosser ensemble. Voilà. Et c'est ce qui va se faire de plus en plus avec des façons complètement nouvelles de travailler. Et donc de trouver qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer et d'accepter aussi, et c'est un grand changement, qu'on ne fera pas qu'un job, mais qu'on peut en faire 3 en même temps. Ou des différents, et qu'on n'est pas obligé que de se cantonner, d'être qu'une identité. Je peux être ça, mais je peux être ça aussi simultanément. Ce qu'on fait en fait tout à fait normalement au niveau de notre personnalité, parce que je peux être autant une fonction dans une entreprise, mais en même temps je suis maman, en même temps je suis sœur, en même temps je suis épouse, et en fait j'ai l'habitude finalement de jongler. Donc c'est pas non plus je fais ça et je suis que ça. C'est d'accepter que ça peut prendre plein de formes différentes, sans forcément que ça devienne quelque chose de professionnel. Mais avoir un job, je dis n'importe quoi, par exemple d'être comptable et de vraiment aimer dans cette rigueur, d'apporter de la clarté, etc. Et puis en même temps, derrière, avoir une passion, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, pour la photo, etc. Les deux, et le fait que si c'est fait dans la posture et que ça s'équilibre bien, c'est juste parfait, ça nourrit différents plans de l'être. Mais ce qui va être important, ce n'est pas que de s'enfermer juste dans une partie. Et la problématique, c'est que la plupart des gens, souvent, sont enfermés que dans une valeur, la valeur travail, ou que la valeur famille, ou que la valeur sociale, et ne voient pas l'ensemble. Et c'est en fait ce besoin-là de se libérer pour que tout soit en harmonie, et que tout soit nourri. Donc au-delà de « ça va pas bien dans mon job », c'est juste une résultante, c'est de voir ce qu'il y a un peu en amont de qu'est-ce qui n'est pas équilibré, en fait. Où est-ce que je ne suis pas nourrie ? Où est-ce que je n'arrive pas, moi, à me nourrir ? Puisque généralement, c'est d'abord la faute soit de l'employeur, un machin, c'est lui qui ne me nourrit pas correctement parce qu'il ne me comprend pas et tout ça. Avant de te comprendre, il faut déjà toi que tu te comprennes. Et peut-être que tu dises ce dont tu as besoin, ce qui n'est pas si simple. Voilà. C'est clair pour vous ? Donc vous voyez qu'il y en a des choses sur la carte qui vont générer un tas de conditionnements, un tas de croyances à propos de nous-mêmes. Donc ces croyances, le but du jeu, c'est de les travailler évidemment au niveau thérapeutique. On peut le faire aussi en développement personnel, bien évidemment. On va toucher. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de choses différentes au niveau thérapeutique, avec des approches très très différentes, que ce soit en hypnose, en sophro, etc., pour aller revisiter pas mal de ces couches. Mais le travail fondamental, déjà de base, ça va être de travailler évidemment papa-maman, de ce rapport pour voir comment moi-même je peux m'élever en étant adulte et d'accepter totalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de devenir mon propre père et ma propre mère. Donc ne plus être en situation de dépendance. Donc je deviens indépendant, je deviens dépendant du de mon unité. Et à partir de là, je peux commencer à interagir véritablement. Déjà, j'ai cette capacité à m'aimer profondément, donc j'attends pas que l'autre comble un tas de choses. Donc j'ai une relation de plus en plus juste, et donc j'arrive dans une réalité qui commence à être différente. Cette réalité, que je vais commencer à vivre parce que je suis pleinement nourrie, je sais donner et recevoir, et je vais pouvoir rentrer dans une pleine altérité avec l'autre, dans un véritable échange équilibré. Altérité étant l'anagramme de réalité. Quand on commence à plonger là-dedans, on est dans des échanges qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus purs, et il n'y a pas d'attente de part de l'autre de combler quoi que ce soit au niveau de ma reconnaissance, de ceci, de cela. Alors ça ne veut pas dire s'aimer tout seul et puis on échange de temps en temps, mais c'est vraiment accueillir l'autre pleinement dans ce qu'il est. Et donc, vous rappelez toutes les parts de je juge, je ne suis pas d'accord, je me compare. Alors comparaison, ça aussi, retenez-le, ce mot-là, il est juste magique. Quand je suis dans la comparaison, j'utilise mal ma raison. Je suis comparaison, c'est quand même incroyable. Donc ça, c'est un bon truc. Dès que vous sentez que vous rentrez là-dedans, vous regardez la part du jeu qui est en train de faire ça, vous dire c'est OK, ça va aller. Et donc, la posture, très importante, quand il y en a un des moi qui se manifeste, là, celui qui juge, celui qui culpabilise, celui qui s'angoisse, « Oh mon Dieu, comment on va faire ?» c'est de vous dire, mais quelle équipe ? Attends, j'ai un juge, j'ai un organisateur, j'ai un critique, mais c'est une super équipe pour monter une multinationale, ça. On a toutes les parts, donc c'est de les inviter tous à la table, de dire « Ok, je t'ai vu, et qu'est-ce que c'est le geste ? Je te reconnais, je ne fais pas comme si tu n'étais pas là, je te nie.
Rappelez-vous, l'ego, il a besoin de reconnaissance. Donc c'est de véritablement reconnaître chaque part. Quand elle se manifeste, oui, je t'entends, c'est OK. Point. Maintenant, je prends la décision, voilà, avec l'ensemble. Mais je choisis en conscience ce à quoi je vais donner du crédit ou pas. J'accepte que ça s'exprime, j'entends, mais ça ne veut pas dire que pour autant je vais m'identifier et je vais me rallier à ça. C'est là, c'est présent. Et il est là le changement de posture. Donc c'est vraiment dans l'accueil de cet ego, de ces croyances, et c'est d'avancer aussi avec bienveillance. Bienveillance, mais sans complaisance, c'est d'avancer quand même. Parce qu'on peut, il y a aussi pas mal de tendances, là, en développement personnel, qui dit que, mais acceptez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas envie, vous en avez marre, exprimez-le, soyez ce qui vous êtes. Et oui, dans une certaine mesure. En même temps, ce n'est pas le tout de s'identifier à tout et n'importe quoi. Il y a aussi un respect à avoir par rapport aux autres, ne serait-ce que voilà, sur un changement de vie, quand je veux changer de poste et aller par exemple dans une reconversion, c'est pas j'ai décidé, je veux faire ça. Enfin, déjà, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, enfin, ça se fait pas comme ça. Ça se partage, ça se nourrit. Enfin, voilà, on fait pas les choses n'importe comment parce que je a décidé tout d'un coup et qu'il faut faire ça absolument. Il faut tout plaquer du jour au lendemain. Ça se prépare, ça se fait avec discernement. Ça, c'est vraiment important de l'entendre, même s'il y a un besoin voilà, où j'en peux plus. Voilà, on n'est pas tout seul. C'est ça l'altérité et respecter l'autre aussi, hein, dans la façon de faire. C'est OK pour vous ? Donc, juste pour faire le point, donc notre mission de vie, ça va être d'être super conscient de toutes les croyances au niveau mental, tout ce que j'ai sur moi-même, tout ce que je crois à propos de moi-même. C'est d'aller aller voir et de garder ce qui est juste, et ce qui me fait du bien, et puis là où ça me bloque, de commencer à faire un travail dessus. Alors on n'a pas tout à travailler, évidemment, mais chacun, après on va voir un chemin, etc., qui va être plus prégnant. Alors, je vous l'ai dit, pour certains ça va être vraiment de travailler la relation, pour d'autres ça va être vraiment de travailler son rapport entre matière et spirituel, par exemple, et comment les deux vont ensemble, c'est pas que l'un ou que l'autre. D'autres, ça va être travailler plutôt dans la méthode, la discipline, la persévérance, d'aller au bout des choses. Pour d'autres, ça va être d'accepter de lâcher prise véritablement, de s'ouvrir culturellement. Pour d'autres, ça va être d'accepter de complètement exprimer ce qu'ils sont et de l'exprimer au monde, d'oser aller sur le devant de la scène, et pas rester caché, ou d'oser, donc l'audace. Et généralement, à travers toutes les missions de vie, il y a 4 points communs que j'appelle le râteau. Et on se prend souvent le râteau, après on le retourne, on ratisse notre jardin intérieur, il devient tout zen. Mais il y a 4 points importants, c'est la confiance en soi, l'image de soi, l'estime de soi, et enfin l'audace, qui vont être les 4 piliers fondamentaux, ce pourquoi notre ego va agir. Et le but de l'ego, ça va être de remplir ces piliers au maximum, tant qu'il peut. Et c'est comme ça qu'il est reconnu. Et quand on a toute la constitution de cette carte qui se fait pendant l'enfance et puis après, parce qu'on va se valider par plein d'expériences qu'effectivement c'est bien ceci, c'est bien cela, j'ai jamais de chance dans ma vie, ça tombe toujours sur moi, tout ce que vous voulez. Et toutes les rencontres qu'on va faire, notamment surtout au début de vie, la confiance, on va la chercher à l'extérieur. Donc on va chercher quelqu'un qui nous reconnaît. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un patron, etc. Mais quand je suis là, hop, j'ai ma confiance qui remonte. Dès qu'il n'est plus là, ça redescend, bizarre. Ou quand j'en ai eu assez, tu m'en donnes plus assez, tiens, je change. Tu dégages, hop, j'en prends un autre. C'est un peu rapide. On peut peut-être faire autrement. Et donc de comprendre que c'est à chacun de se nourrir là-dedans. Ces 2 piliers-là, très importants, c'est plutôt relié à la mère et au féminin. Et ces 2 piliers-là, ils vont être nourris par le père et plutôt le côté masculin. C'est-à-dire qu'à la base, la confiance, ça va être à peu près de 0 à 6-7 ans. Et là, c'est de 7 à 14 ans. Il y a plein d'étapes psychologiques. Mais le but du jeu, c'est que chacun, on puisse nourrir les curseurs au maximum et que ça ne soit plus dépendant de l'extérieur. Et c'est là qu'on devient donc notre propre mère et notre propre père, dans le travail. Et donc l'intuition va pas mal nous aider pour nous donner des éclairages de où est-ce que ça coince. Où est-ce que ça coince dans mes besoins primordiaux. Est-ce que je les connais ? De quoi j'ai véritablement besoin ? Alors je ne parle pas des besoins de survie, etc. Là, on est déjà dans la réalisation, la reconnaissance, l'appartenance au groupe. Ensuite, au niveau de ma capacité à créer, à projeter,
Hein, qu'est-ce que j'ai dans le ventre, dans mes tripes, hein? Rappelez-vous que les tripes, à l'envers, ça fait esprit. Hein, c'est le même tissu au niveau du cerveau et au niveau du bidon. Même chose. Sachant qu'on sait aujourd'hui qu'en plus, hein, il y a des trajets neuronaux, ventre, cerveau, et qu'il y en a aussi au niveau du cœur. Hein, et c'est eux qui priment. C'est même au niveau des circuits neuronaux du cœur, et ça va avant que ça arrive au cerveau. Et ça, c'est toutes les impulsions de l'âme. Mais aujourd'hui, on le reconnaît scientifiquement, donc c'est juste énorme quand même. Donc si on est déjà branché direct sur les bons circuits, ça va quand même un peu plus vite. C'est plutôt sympa. Voilà. Merci à vous.